Bonjour, madame, monsieur, toutes nos excuses pour le retard dû au début de ce programme. Merci de nous renouveler votre confiance comme tous les dimanches. Voici Canal Presse, voici le sommaire. En disant joyeuses fêtes au ministre de la Communication, commençons par nous excuser car Issa Tiroma Bakari n'aime pas que quelqu'un d'autre le fasse avant le président Paul Biya. Celui qui a fini par devenir biaïste accroche par son style, mais beaucoup moins par ses sujets. Il ne les varie pas, c'est toujours Biya qu'il défend. Si RFI tous contre le président, ils sont défends. Si les ONG disent que Paul Biya gère mal les droits de l'homme, la conférence de presse peut se tenir à minuit. Et son décor, on le connaît assez. En fait de communication gouvernementale, on regrettera qu'il soit si silencieux quand la saison pluvieuse s'en va, quand la vie chère secoue ou quand les populations de l'Obo font grève, faute de n'avoir pas été indemnisées. Question donc, Issa Tiroma communique pour Paul Biya ou dans l'intérêt du peuple. Boko Haram a décidément de mauvais jours devant. Le son qui vient du Nigeria est que techniquement, la secte terroriste est morte. Ces propos sont du président Buhari. Sur le front, l'armée camerounaise tient bon et l'ennemi est traqué. Au fond, Boko Haram n'a pas de place ici, tant elle a semé la mort. La mort, l'un des éléments du bilan, telle la dépense financière. Autant de points pour lesquels il faut faire le point. Décor planté, place au débat. Ajouté au débat, naturellement, on parlera de la FIFA avec la mise à l'écart pour une durée de 8 ans de Blatter et de Michel Platini. On accueille à présent les différents panélistes. Soulé Onuyono, bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba Ngomna, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal Plus de m'avoir invité. De nouveaux secrétaires généraux nommés dans les ministères. Sur les 18 secrétaires généraux, il y en avait 15 qui étaient atteints par l'âge, par la limite. A priori, oui. Si on fait, n'est-ce pas, une certaine lecture, le président de la République est resté fidèle à son logiciel qui émet, c'est-à-dire un registre où c'est toujours les mêmes. Le président de la République est resté fidèle à son logiciel qui émet, c'est-à-dire un registre où c'est toujours les mêmes qui font, n'est-ce pas, le bruit des chaises musicales. Et puis, je crois que le fait d'avoir remis à leur place du SG, à savoir M. Didier Edouard et Jean Thiofo, parce que Jean Thiofo, bon, il y a certains qui pensaient qu'il se tournait. Maintenant, il revient là où il aurait dû être depuis très longtemps, c'est-à-dire au ministère de l'économie, ce qui est un pour Motazé, qui retrouve là quand même un bosseur, d'après ce que certaines personnes le disent. Et puis il y a Didier Edouard, ancien directeur général du budget, qui avait presque été sanctionné parce que lui aussi, il n'avait pas grand-chose à faire là où il était. Et il rentre aux finances. Donc les deux, n'est-ce pas, au ministère des Finances et au ministère de l'économie peuvent constituer assez important pour relever, n'est-ce pas, les finances et l'économie camerounaise. Maintenant, vous retrouvez quand même, on peut penser que M. Bidou Kwat a bataillé dur pour le ramener très à ses côtés, à savoir M. Omarou Tado, qui a été directeur de l'INGS, on sait que Bidou Kwat l'a été, il a été aussi directeur des sports de haut niveau. Aujourd'hui, je crois qu'il est un élément capital. Hein, par ailleurs, directeur des affaires générales du même ministère. Voilà, il est toutes les directions. Voilà, donc c'est quelqu'un qui connaît bien le ministère des Sports et qui est un élément capital pour M. Bidou, l'organisation des prochaines camps, parce que c'est un défi. Et M. Bidou, on le sait, aime toujours travailler avec ceux qui bossent, des bosseurs. Et je pense qu'aujourd'hui, le retour, n'est-ce pas, à la terre, le retour de M. Tado à la terre promise, disons-le comme ça là, peut être aussi un élément capital. Maintenant, on ne va pas oublier que M. Emmanuel Ouonu, anciennement directeur général au MINSEP,
rebondit au Conseil économique et social. On peut espérer qui est depuis longtemps dit qu'on en a fait cadeau à monsieur à Jean-Luc. On peut penser que l'ancien Premier ministre Jean-Luc va laisser au moins Emmanuel Ounou faire quelque chose de manière à ce qu'on sente la vitesse de l'engouement du Conseil économique et social sur le terrain. Et puis comment ne pas parler aussi, n'est-ce pas, de la DGSN avec l'arrivée de, je crois, Dominique Baïa qui remplace M. Ndoki, qui finalement, 9 ans après avoir été pas à la retraite, traînant encore les pauvres. Donc globalement, on peut penser qu'il y a des choses, si on les laisse travailler, parce que le problème dans notre pays, ce n'est pas tant, n'est-ce pas, la promotion des individus et des hommes, le problème, c'est qu'il y ait au moins, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, une harmonie entre les secrétaires généraux et qui sont en réalité les patrons de l'opérationnel et les ministres qui parfois sont des chefs politiques, mais qui pensent que... Donc si l'orthodoxie n'est pas brisée, je pense que les différentes promotions telles qu'on a vues peuvent, n'est-ce pas, irriguer des bonnes choses. Maintenant, je ne vais pas oublier de dire, de rapporter ce que quelqu'un me disait au quartier, à savoir que maintenant au ministère du Commerce, qui est de la région du centre, M. Basilikine, le nouveau secrétaire général, qui est de la région du centre, et le ministre qui est aussi de la région du centre, est-ce qu'il y a fait sauter, n'est-ce pas, Luc Magloire Mbarga Tangana. Okay. Mais ça c'est vraiment... C'est juste le feu d'artifice de Noël. Tout à fait. Mais est-ce que ça peut se passer? On ne sait jamais. Vous n'avez pas chômé sous les, vous êtes allé chercher très loin votre analyse. Nana Payon, bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba. Avec vous, on a constaté que vous avez fait une sortie médiatique cette semaine au quotidien Le Jour. Vous êtes revenu sur le refus, on va dire, entre la médaille qui lui avait été proposée. Mais vous posez encore un problème là sur les nationaux qui ont une double nationalité, qui doivent prendre un visa pour venir au Cameroun. Si vous permettez, avant de répondre à votre question, je voudrais m'incliner devant la mémoire de votre fidèle téléspectateur, M. Pangou David, qui me faisait l'amitié, l'honneur, la fraternité de faire les commentaires de votre émission. Il n'est plus de ce monde. Je voudrais lui dire adieu. Alors, j'ai dit que la question en réalité, parce que j'ai souligné, vous avez dit, dans cette affaire, tout le monde a dégamé. Je cite. Oui, effectivement. Pourquoi tout le monde a dégamé? Parce que quand on a la double nationalité, on a ce privilège de la double nationalité. Quand vous prenez l'avion pour aller en Europe, par exemple, et que vous descendez à l'aéroport de Bruxelles, de Paris ou de Madrid, eh bien, vous faites la queue parce que vous avez un passeport camerounais. Mais votre frère qui voyageait avec vous et qui a un passeport européen et camerounais, mais qui a brandi dans son passeport européen, ne fait pas la queue. Alors, vous passez 1 heure à faire queue, et quand vous revenez dans votre pays, c'est la même chose. C'est-à-dire que la queue par ceux qui sont des étrangers est 10 ou 20 fois plus courte que les nationaux. Je pense qu'il faut qu'on répare ces choses-là. Mais je voulais dire que les gens ont dégamé parce que je ne pense pas un instant qu'il n'y ait pas eu d'arrangement de calendrier entre le ministère de la Culture et Richard Bona. Il me semble que si Richard Bona, s'il n'y a pas eu un échange de correspondance, on va continuer dans les médias qui eux aussi ont dégamé, dans les médias de dire Richard Bona a refusé la médaille de Paul Biya. D'autres vont dire que Richard Bona n'est pas content de la question de la double nationalité. Je pense qu'aujourd'hui, la question se pose, mais seulement il y a eu un début. Avant les dernières élections, je pense, il n'y avait pas d'élection de Camerounais de l'étranger, depuis l'étranger. Ça s'est fait. Il y a, sur le plan administratif, la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des visas de courtoisie à l'aéroport. Lorsque vous invitez quelqu'un, vous pouvez obtenir que le DGSN vous accorde la possibilité qu'on lui délivre le visa à l'aéroport. J'ai bénéficié, soit dit en passant,
parce qu'en ce moment on tire beaucoup sur le Cameroun, soit dit en passant, c'est un service qui vous est rendu gratuitement. C'est un privilège que vous pouvez avoir si la personne que vous invitez remplit les conditions. Elle a juste à l'aéroport à payer le visa comme si elle était partie dans une ambassade du Cameroun. Donc on aurait très bien pu utiliser cet artifice pour éviter... En clair, comment faire pour résoudre définitivement ce problème? En clair, la loi, le jour où ça va changer, on le fera, mais il ne faudrait pas qu'on veuille avoir le beurre et l'argent du beurre. On a la double nationalité, il faut en tirer profit, mais il faut aussi penser à ceux qui, ne l'ayant pas, souffrent énormément lorsqu'ils partent et quand ils reviennent dans leur pays. Parfait Siki, bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba Ngomna et bonjour à vos téléspectateurs. Le port autonome de Douala, le directeur général, et Tondi Oyono, est de retour. Lors de son absence, son directeur général adjoint avait assuré l'intérim. Comment ça va se passer? Bon, je pense normalement qu'il retrouve ses fonctions et ses pouvoirs, parce que l'intérim n'avait été décidé que parce qu'il était indisponible. Je dois quand même dire qu'on est là encore face à une affaire qui, à proprement parler, n'aurait pas dû en être une, parce que M. Tondi Oyono est resté à l'étranger parce qu'il était malade. Mais le problème de cette sorte d'hormétat sur son état, le quotidien de l'économie qui a fait une sur Tondi Oyono porté disparu, ne l'a fait que parce qu'au port de Douala, le personnel jageait de ce que depuis 2 mois et demi, il ne voit pas son directeur général. Et que les correspondances, certains textes sont signés du directeur général adjoint. On est dans une entreprise, il y a une gouvernance d'entreprise. Si le directeur général est absent pour une période, il faut informer au moins le personnel de ce que le directeur général est malade. C'est un être humain, il peut comme tout le monde. Donc le problème n'est arrivé que uniquement parce qu'il y a une sorte de silence général autour de la condition du directeur général. Alors c'est parti dans tous les sens. Est-ce qu'il n'y avait pas une tentative de vouloir évincer le directeur général, des méthodes peu orthodoxes pour pouvoir le remplacer de cette façon? Bon, je m'exclus. Je pense simplement que c'est un peu allé dans tous les sens à un moment. On a parlé d'une fuite. Il aurait des difficultés au port, peut-être qu'il serait menacé par l'épervier, peut-être que ses adversaires auraient eu sa peau et qu'il aurait vraiment peur, il serait parti lui-même et toute sa famille. Première rumeur. Deuxième, je ne vais pas dire rumeur parce que cette fois, ça s'est révélé fondé, c'est qu'il est malade, mais là où la rumeur intervient, c'est qu'il est dans un état de maladie terrible, c'est-à-dire qu'il est dans un état de maladie irréversible, c'est le mot que je cherchais, et qui serait carrément à l'article de la mort, il serait défiguré par un cancer de je ne sais quelle catégorie, de quelle nature. Donc voilà également les nouvelles qui ont circulé. Mais tout ça pourquoi? Parce que on n'a pas cru intéressant d'informer et le personnel du port, et si vous voulez, par incidence, l'opinion publique nationale, et même international, parce que quand vous travaillez au port, vous n'avez pas qu'à faire au Camerounais, vous avez toutes sortes de bateaux qui arrivent de tous les pays du monde. Et donc quand ils arrivent, celui qui dirige l'entreprise, qui coordonne et gère cet espace portuaire, c'est quelqu'un qui est très important pour l'économie. C'est un acteur très important de l'économie nationale. Donc on n'a pas à garder une sorte de silence autour de son cas. Et puis, si tant est qu'il était en train de se rétablir, pourquoi a-t-on convoqué un conseil d'administration extraordinaire du port autonome de Douala pour confirmer le directeur général adjoint comme directeur général par intérim, pour que 2 semaines après, le directeur général lui-même revienne retrouver son poste? Si on a attendu 2 mois et demi sans lui, pourquoi on n'a pas attendu 2 semaines de plus? Il y a manifestement un problème dont on n'a pas regardé toutes les ramifications, et peut-être que l'année qui arrive là, avec le retour du directeur général lui-même, on en saura peut-être un peu plus. Merci Parfait Siki. Docteur Guy Parfait, un autre parfait peut en cacher un autre. Bonjour, bienvenue. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Ça fait longtemps que je n'ai pas été
sur ce plateau. Sur ce plateau, il m'agrée d'être là. Alors, vous avez d'autres... vous avez un autre emploi du temps très chargé ces jours-ci? J'ai une série de séminaires qui m'occupent. Le prochain, d'ailleurs, le 15 janvier à Douala-Bercy. Le précédent, c'était toujours là à Douala-Bercy. Et je m'occupe autant que possible de former et d'informer les populations afin de les rendre autonomes. Dans la formation des populations, est-ce que vous avez une autre vocation autre que celle d'enseignant? Tout le monde sait que je suis entré en université consultant et depuis un moment, j'ai dit officiellement que je suis un envoyé. C'est-à-dire que j'ai une mission. C'est votre nouvelle vocation? Ça s'ajoute au reste et ça, parmi les actes principaux, il y a celui de l'enseignement. Celui de l'envoyé, ce n'est pas religieux, ce n'est pas des questions d'église ou de religion. Puis d'une caractéristique qui est un peu surprenante, entre autres, c'est celle de pouvoir traiter n'importe quelle maladie par la parole. Et j'encadre des gens à travers la planète. Ce qui a fait que je crée un site internet pour que les gens ne soient plus obligés de me rencontrer parce que je n'avais plus de vie. Il y a certaines choses que les gens peuvent faire, obtenir des résultats sans me rencontrer. Et ils peuvent avoir ça dans mon site internet www.guyparfaitsonguet.com, précisément dans Révélation. Alors, je retiens que vous traitez les gens par la parole. J'espère qu'on ne sera pas assailli au sortir de ce studio par des problèmes, des Camerounais qui ont trop de problèmes, qui viendront certainement vous voir. Alors, je voulais vous interroger sur cette affaire, cette autre affaire, encore au niveau de la Camerco, au moment où le vol inaugural des MA60 est très attendu. Eh bien, c'est le directeur de l'autorité aéronautique du Cameroun qui sort de sa réserve pour dire que les avions, les MA60, sont des cercueils volants. Comment comprendre cette affaire? La première chose en tant que citoyen camerounais, c'est d'être effrayé. D'abord, je suis effrayé parce que finalement, j'en arrive à la conviction que beaucoup de grands collaborateurs du chef de l'État camerounais sont tellement embourbés dans la corruption et les détournements de deniers publics qu'ils en arrivent à mépriser totalement la vie. C'est-à-dire qu'ils méprisent l'État, ils méprisent la vie, ils méprisent leurs concitoyens et ils n'ont plus de préoccupation. Quand on parle de citoyenneté, le citoyen est quelqu'un qui se sent responsable d'un espace et qui se sent dans la réalité de bien faire parce qu'il a l'obligation de rendre compte. Quand les gars s'amusent à truquer les rapports d'expertise sur des avions parce qu'ils ont détourné de l'argent, ce n'est pas fondamentalement nouveau, ils font ça tous les jours. Ils ont l'habitude de le faire, d'autant plus que... C'est leur sport favori? Oui, ça fait partie de leur sport favori. Moi, j'ai été mis en deux choses. Je suis tombé l'année dernière, à cette période-ci, l'année dernière, j'étais caché dans le village des gens parce qu'on avait donné l'ordre de massacre. Heureusement, vous êtes vivant. Oui. Ils m'ont traqué pendant 3 mois. Je suis tombé sur un dossier où les gars détournaient 9 milliards par mois. Et impliquer les collaborateurs directs du président de la République. On aura l'occasion. Donc, ils font ce genre de choses-là, c'est traditionnel. Mais lorsque maintenant, on va au point où on prend le risque de faire périr des Camerounais, avec en prime l'image de l'Al, qui est un bijou au-delà de toute considération. Ils ont un tel mépris pour l'État, un tel mépris pour la nation, que il faut que ça s'arrête. Ce sont des pratiques habituelles, mais il faut au moins qu'on sache quels sont les symboles à protéger dans un pays. Et si, moi je prenais Camerco régulièrement, c'est que j'avais pris cette habitude en tant que citoyen, en tant que patriote. Au lieu de prendre la route, je prends l'avion. Les gars m'ont fatigué. Tu t'assois à l'aéroport, tu fais 3 heures après, tu te dis que le vol est annulé. J'étais à l'avion, c'est moins fatigant. Maintenant qu'on croit qu'on a de nouveaux avions qui vont redonner de bonnes habitudes à certains Camerounais qui ont les moyens de payer le billet d'avion, on apprend que les avions, là, il ne faut pas entrer dedans. Alors, justement, par rapport à cette querelle, d'aucuns parlent d'un problème entre les deux directeurs généraux, celui de Camerco et celui de l'autorité aéronautique. Est-ce qu'on peut s'attendre à l'arbitrage du chef d'État qui doit siffler la fin de la récréation? En règle générale, c'est un principe dans le mode de fonctionnement du président Paul Biya. Il n'agit que quand il est en danger. Mais là, je crois qu'il se sent en danger à l'image de la Camerco. Il va agir? Il va agir. S'il ne voit pas le danger, il ne fait rien, il croise les bras, il fait comme s'il n'est au courant de rien. C'est sa façon de fonctionner généralement. Ok. On attend que le chef d'État réagisse. Professeur, bonjour, bienvenue. Merci de m'avoir invité. Inspecteur général ministère de la
communication. Oui, mais ce n'est pas ce type-là que vous m'avez invité, parce que je n'ai pas obtenu l'autorisation de mon ministre. D'accord, je voulais dire que c'est l'une de casquettes Voilà. quand même. Ok, on parle du mandat d'arrêt international contre Blaise Compaoré. On peut dire que l'ancien président burkinabé est rattrapé par le fantôme de l'ex-président Thomas Sankara. Quand j'ai appris cette affaire, qu'on a lancé un mandat d'arrêt international contre Blaise Compaoré, je me suis demandé, on lance un mandat d'arrêt pourquoi? Lorsque Thomas Sankara était arrivé au pouvoir en Haute-Volta de l'époque, je me suis demandé quel est le candidat qui était en face de lui. Il a dit qu'il n'y avait pas de candidat, il avait plutôt utilisé les armes. Et je me suis demandé quel genre d'armes il avait utilisé. Est-ce que ces armes-là avaient des balles en caoutchouc? On m'a dit non, c'était des balles réelles. Ça veut dire que lui aussi, il peut être soupçonné d'avoir tué quelqu'un. Pourquoi lui, on n'a pas lancé de mandat d'arrêt contre lui? Il ne va pas me dire qu'il n'a pas tué quelqu'un quand il a pris le pouvoir. Pourquoi maintenant on veut arrêter celui-ci? Parce qu'on le soupçonne d'avoir tué Sankara. Non, 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 il ne faut pas embêter les gens. Il ne faut pas embêter les gens. L'affaire est passée. Il ne faut pas remuer le couteau dans la plaie. C'est quand même fort ça. Est-ce que ça embête quelqu'un rattrapé par ses actes? Je ne sais pas. Non, 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 non. Vous n'êtes pas sûr que Blaise Compaoré a tué Sankara. On n'est pas sûr. Moi, il y a la présomption d'innocence. On n'est pas sûr qu'il a donné l'ordre pour qu'on le tue. Imaginez, vous vous déplacez pour aller arrêter un bandit. Je ne dis pas qu'il était bandit. Sankara était un bandit. Il sort l'arme. Qu'est-ce que vous faites? Légitime défense. Alors, donc, on peut dire que là, c'était un cas de légitime défense. Alors. Mais comment? S'il y a eu des coups de feu, ça veut dire qu'il y a un qui a dégainé, l'autre a répondu. Ok. Merci. En tout cas, Blaise Compaoré n'était pas dans le commando qui est parti l'arrêter. Hein. Et je ne suis pas sûr qu'il a donné l'ordre qu'on aille l'arrêter. Donc, il faut qu'on le laisse tranquille. Et ce monsieur, les gens qui sont en train de manipuler pour qu'on lance des mandats d'arrêt contre lui, ce sont ces mêmes gens qui ont amené Blaise Compaoré au pouvoir. Maintenant, comme on s'est déjà servi de lui, on veut maintenant l'écraser parce qu'il va parler. Vous avez une idée de ces gens qui... C'est comme ça que ça s'est passé avec Kadhafi. Kadhafi a nourri beaucoup de gens en Europe. Il a financé des campagnes électorales. Quand on a vu qu'il voulait parler un peu, on a dit bon, il faut une zone d'exclusion aérienne. De la zone d'exclusion aérienne, on a commencé à bombarder. Et on a donc bombardé et les magasins d'armes de Libye se sont ouverts. Les gens se sont servis, ils ont commencé à descendre vers le Mali. Heureusement, pour ceux-là, ils se sont dit non, il y a beaucoup de pierres précieuses là au Mali, il faut arrêter cette affaire, parce que sinon ils seraient arrivés chez nous ici. Hein. C'est les mêmes gens qui sont les commanditaires de cette affaire-là. Ce sont les mêmes gens. Quels sont les gens qui avaient demandé qu'on écarte Sankara? Ce sont toujours les mêmes. Et ils ont donc mis Compaoré. Et maintenant qu'ils trouvent qu'il ne fait plus l'affaire, il faut donc qu'on mette quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'ils font toujours. Et nous, comme un peu idiots comme on est, on accepte toujours de se faire manipuler. Qu'on laisse Compaoré tranquille. D'abord, on n'extrade pas un national. Un national ne peut pas être extradé. Vous avez le principe en France. Dernièrement, on a dit qu'on ne va pas extrader les Français. Pourquoi vous voulez que Compaoré soit extradé? Il est ivoirien, puisqu'il est marié à une ivoirienne. Vous allez demander à la Côte d'Ivoire d'extrader son national. Il faut le laisser tranquille. D'accord, il faut le laisser tranquille. Juste un mot. Oui, vraiment un mot. Bouba, je pense que vous avez évoqué la question de Camerco, des avions là. Ce serait bon de trouver le temps de revenir dessus, peut-être pas aujourd'hui, mais ce qui est dit est très grave. Et pour notre compagnie nationale, là je parle vraiment en patriote, pour notre compagnie nationale, c'est extrêmement grave de penser que les avions qui lui sont affectés sont des cercueils volants. Je pense qu'il serait bon qu'un organe extérieur puisse certifier, et ça existe au monde, qu'un organe extérieur puisse certifier de la véracité de ce qui est dit, parce que très souvent dans notre pays, les questions... Je ne pense pas, très franchement, que la réputation de Camerco mérite, au cas où ce qui est dit est faux,
mérite ce que j'ai entendu. On ne peut pas penser que des avions qui ont été achetés soient des cercueils volants qui sont mis à la disposition d'une compagnie nationale aérienne. Quand on dit ça, les personnes qui doivent emprunter le JA ou n'importe quel autre avion qui porte l'estampille de Camerco ne vont pas forcément faire la différence entre l'avion le MA60. Le MA60 et les autres. Nous sommes à l'ère de l'image. Et vraiment, je pense que en tant que Camerounais, je voudrais prier les autorités de ne pas prendre cette affaire à la légère, parce que Camerco a déjà suffisamment de problèmes pour qu'on laisse ce genre d'informations divulguées, même si ça a été fait par un directeur général. Il faut qu'il s'explique, donne les raisons, et qu'on appelle une autorité extérieure pour dire si cela est vrai ou pas. Et si cela est vrai, eh bien, qu'on mette tranquillement ces avions de côté. Merci pour toutes ces précisions. On va prendre la première pause consacrée à la revue de presse. C'est avec Debo Harley Andébé. Bonjour. Des annonces de la semaine, il y a celle de repères sur les mœurs selon laquelle près de 2000 cas de viol ont été recensés à la police et à la gendarmerie. Les faits, selon notre confrère, se sont déroulés en 2014 et sont mentionnés dans le rapport du ministère de la Justice sur les droits de l'homme. L'annonce de notre santé fait état de 20% de Camerounais atteints de glaucome, 20% de la population adulte touchée par cette affection qui finalement aboutit à une perte totale de la vue. Le rapport est du docteur Kamgen Pierre. Il est chirurgien ophtalmologiste formé aux États-Unis d'Amérique. Et maintenant, les sorties de la semaine. La plus tonitruante, sans doute celle de la ministre des Postes et Télécommunications, relayée par l'éducation sur la régulation des télécommunications. Minette Libom Luluken, en visite de prise de contact à l'ART, s'est étonné du silence de cette agence face à la mauvaise qualité des appels téléphoniques. Ben Mouna parlait au journal The Guardian Post, déclarant ouvertement qu'il est temps pour que les anglophones prennent le pouvoir au Cameroun. Le désormais ex-président de l'AFP dit aussi être favorable à une entrée au prochain gouvernement. Le gouvernement était justement en conseil de cabinet le 23 décembre dernier. Pendant les travaux, le Premier ministre chef du gouvernement a prescrit l'effectivité des indemnisations, la libération des emprises et plus de communication en direction des populations riveraines des autoroutes Yaoundé-Douala et Simalène-Yaoundé. La camerounaise, elle-même illuminée cette période de fête de fin d'année. Regardez à Cameroun Tribune qui constate une effervescence qui gagne en intensité dans les cités du pays où les municipalités rivalisent d'ingéniosité pour offrir aux populations des foires et autres regroupements festifs. Mais la période de fête n'est pas que rose, selon l'intégration de Thierry Norona. Le marché noir se porte bien. Les grossistes et détaillants trichent sur les prix de produits de première nécessité et les cadeaux. Le ministère du Commerce épuisé dans la recherche du nouveau commissaire. Pendant ce temps, la galaxie pentecôtiste est à la recherche de nouvelles ouailles. Pour le consommateur prudent, 2016 sera plus difficile pour ce qui est des produits de grande consommation, du fait des nouvelles taxes instituées par la loi des finances qui viennent aggraver les prix des produits de grande nécessité. Le cas du riz qui verra le prix du kilogramme passer à la hausse, la Ligue camerounaise des consommateurs, à travers son organe d'information, demande aux consommateurs électeurs de sanctionner les parlementaires d'avoir voté cette loi des finances à l'Assemblée nationale. On verra à baromètre communautaire que la vie chère n'est pas l'apanage du Cameroun. La situation est générale dans la sous-région et va s'empirer en 2016. Et pourtant, les pays de la CEMAC achèvent déjà une année 2015 bien difficile. Les perspectives émises par les institutions financières ne sont pas bonnes, pour des raisons telles que la chute du baril du pétrole international et l'insécurité marquée par les assauts de Boko Haram à l'extrême nord. À l'extrême nord, justement, Cameroun Tribune est de ce côté pour parler de la réalité de la défense populaire face à la secte islamiste. Les comités de vigilance ont la côte, grâce à la conjugaison des forces, avec les forces de défense nationale et la force multinationale mixte. En connaissant du rôle joué par ces comités de vigilance par Paul Biya, le président de la République qui vient de dépêcher sur le terrain, le gouverneur de l'extrême nord, Ndiawa Bakari, pour leur remettre des appuis financiers, du matériel et décorer ceux d'entre eux tombés sur le champ de Dans la lutte contre Boko Haram, le doyen de la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1,
vient d'interdire le port du voile et les prières collectives au sein du campus. Une mesure qui suscite la désapprobation des étudiants d'obédience musulmane. Qui sont-ils, ces nouveaux secrétaires généraux du ministère, nommés par le président de la République cette semaine? Portrait au quotidien bleu. Et le Guardian Post de s'insurger contre cette nomination dite partisane des secrétaires généraux. Seulement 4 anglophones sur 18 secrétaires généraux nommés, et ces 4 sont dans des ministères les plus insignifiants. Voilà qui confirme une fois de plus, selon notre confrère, la marginalisation des anglophones dans les nominations au Cameroun, souvent appelés à jouer le second rôle. Dimanche, s'il plaît à Dieu. Merci Debo Harley en DB, à dimanche prochain pour une autre revue de presse. Tout de suite, on démarre avec l'actualité de la semaine. On va d'abord commencer par faire le bilan. Lutte contre Boko Haram, quel bilan? Souley, je commence par vous. Voilà près de 2 ans que le Cameroun est en guerre contre la secte Boko Haram. Est-ce que d'après vous, la situation est définitivement sous contrôle sur le terrain? On peut dire oui au regard, n'est-ce pas, des différents acteurs qui se sont impliqués. On est parti d'une situation assez indécise où les uns et les autres pompaient l'argent de l'État, pompaient l'argent et parfois même négligeaient de convoyer cet argent-là vers là où on en attendait le plus. Et du coup, certaines personnes, on se souvient de certaines querelles, je ne vais pas revenir sur des querelles entre 2 grands baobabs, n'est-ce pas, de l'extrême nord, que sont, n'est-ce pas, Amadou Ali et le président de l'Assemblée nationale. Mais à un moment donné, lorsque les gens se sont rendus compte qu'on était véritablement agressés et que Boko Haram était une menace sérieuse, il y a eu un redéploiement, n'est-ce pas, en même temps, et une réorganisation des choses, et j'ai même envie de dire une reprise en main, n'est-ce pas, depuis, n'est-ce pas, le sommet de l'État par le président de la République Biya, d'un certain nombre de choses. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, on l'attend toujours à l'extrême nord, mais une chose est sûre, avec le réchauffement des relations entre le Nigeria et le Cameroun, avec l'arrivée de notre président de la République au Nigeria, à savoir Mohamed Bouhari, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Imaginez-vous qu'avec Goodluck Jonathan, le fait que le Cameroun avait initialement refusé le droit de poursuite au Nigeria avait créé une certaine tension qui laissait croire aux Nigériens que le Cameroun ne voyait pas venir l'ennemi. Or, il fallait quand même se mettre en tête que lorsque ça brûle chez le voisin, directement les flammes peuvent vous atteindre. Et à un moment donné, c'est pour ça que ça s'était enlisé avec l'arrivée de Bouhari. Bouhari, aujourd'hui, il y a les 2 fronts qui luttent effectivement contre Boko Haram. Donc, Boko Haram ne peut plus valablement être en repli stratégique, n'est-ce pas, soit au Nigeria ou au Cameroun, puisque à tous les niveaux, ils sont traqués. Et puis, je pense aussi que l'entrée en matière des différentes organisations internationales a aussi permis qu'aujourd'hui on voit plus clair. Il y a les Américains qui sont là et les Français aussi se sont rendus compte qu'il ne fallait pas laisser l'espace aux Américains. Ils sont venus de fort belle manière et on peut penser aujourd'hui que Boko Haram est grandement en difficulté, mais on espère que au-delà de ces difficultés, l'État islamique qu'on veut valablement créer, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, dans la bande passante et au niveau du nord ne va pas réussir, parce qu'il faut dire que si les autres terroristes ou alors les mouvements islamistes ont engagé leur soutien, n'est-ce pas, à Boko Haram, c'est parce qu'ils voyaient cet État islamique-là. Aujourd'hui, avec tout ce qui arrive, et avec toute la bataille collective et les forces mutuelles, la mutualisation des forces qu'on observe contre Boko Haram, on a le sentiment que ça avance, peut-être pas à la vitesse qu'on souhaite, mais ça avance quand même et on peut espérer que d'ici là, Boko Haram, qui use aujourd'hui de lâcheté à travers un ensemble de méthodes qui ne sont pas
assez conventionnelle. Déjà même que la secte elle-même n'est pas conventionnelle. On peut penser que Boko Haram vit ces derniers jours et c'est tant mieux pour cette force mutuelle. Alors, Nana Payon, au début de cette guerre, on a tout entendu. L'armée camerounaise n'est pas qualifiée, elle n'est pas expérimentée. Mais 2 ans après, on se rend compte que cette armée a tenu bon, malgré quelques renforts, que ce soit des Tchadiens et même des Américains. Mais je pense que le mérite revient à notre armée qui a pu contenir cette secte islamique. Oui, Bouba, je pense qu'il y a des domaines dans lesquels il faut éviter de conjecturer. Il y a des domaines où il vaut mieux faire comme vous le faites là, une tentative de bilan. Et je pense que nous avons une armée solide, bien formée, bien expérimentée. Les guerres que nous avons eues, enfin la guérilla que nous avons eue avant les indépendances et les premiers jours, les premières années des indépendances ont suffisamment aguerri nos corps. Je fais partie de ceux qui estimaient qu'il était bon d'avoir aussi l'avis des anciens, notamment les généraux qui ne sont plus en fonction parce qu'ils ont des vécus qui pouvaient énormément nous aider. Et aujourd'hui, on se rend compte que, et après la brillante analyse de Soulé, je voudrais confirmer qu'on est passé par une petite guerre conventionnelle. Tout de suite, Boko Haram s'est rendu compte que c'était pas la voie qu'elle devait choisir parce qu'en face, elle avait des gens très très bien organisés. On est passé par la lâcheté, on a tué des civils, on a incendié des maisons, on a empêché, on a fait en sorte que certains villageois quittent complètement leurs terres. Et aujourd'hui, on s'appuie sur les populations. Je pense que, comme c'était le cas à l'époque de la rébellion, il faut énormément s'appuyer sur les populations parce que c'est elles qui vous donnent des renseignements concrets. Je pense qu'il faut même aller plus loin. Ne pas simplement se dire que nous avons une grande armée, nous avons une force de défense expérimentée et forte, mais dire que notre salut va venir de la population. Les gouverneurs, j'ai vu que le gouverneur de l'extrême nord a décoré certaines personnes qui ont fait montre de bravoure. J'ai vu sur vos antennes le gouverneur du nord dans un concert en train de danser. Je pense que des signes comme ceux-là, qui sont des signes du vivre ensemble, qui sont des signes des autorités, qui démontrent aux populations que nous sommes avec vous, nous sommes conscients de ce que vous êtes en train de faire, vont vraiment dans le bon sens. Je voudrais, si je peux en un seul mot dire, faire une proposition, c'est de faire comme à l'époque, c'est ma mère qui me le disait l'autre jour, à l'époque, lorsque vous arriviez dans une localité, non seulement, comme on l'exige maintenant, les voisins, quelqu'un arrive dans ces localités-là, et bien qu'elle-même, spontanément, aille se présenter, soit dans un commissariat ou dans une brigade de gendarmerie, pour dire « Je suis arrivé dans cette localité, je ne suis pas d'ici, voici la mission que je suis venu faire ». Ça va énormément aider les comités d'autodéfense qui, vraiment, si on pouvait leur donner encore beaucoup plus de moyens, ce serait bien. Et il faudrait aussi que dans nos villes, parce que nous avons la chance que les choses se passent très bien dans nos villes, dans nos grandes villes, il faudrait que les gens ne soient pas heurtés lorsqu'ils entrent dans un hôtel ou bien dans un établissement, qu'on leur demande de passer sous le portique ou bien qu'on leur passe des détecteurs de métaux. Parce que c'est dans notre intérêt et je pense qu'il faut aussi saluer le travail de ces agents de sécurité. Alors, docteur Guy Parfait-Songhai, parlant de l'apport des populations, on se rend compte que les comités de vigilance ont fait un travail de sape. Est-ce qu'on peut dire que la guerre contre Boko Haram a renforcé le lien armée-nation? Disons qu'a priori, avant même de parler des populations, je voudrais dire qu'on ne peut que distribuer les bons points. Les bons points à la fois à l'armée camerounaise, à la police et à la gendarmerie. On ne parle pas à suffisance même de la gendarmerie qui fait un gros travail d'infiltration, par l'expertise qu'elle a développée. Et effectivement, la dernière fois que j'étais sur ce plateau, j'étais en train de parler de l'insuffisance stratégique qui était liée à la façon dont on implique les populations dans le domaine de la guerre asymétrique.
Les populations ont joué un rôle important, mais en réalité, on peut faire mieux. Il faut déjà remarquer que nous n'avons pas eu jusqu'ici, ce dont nous avions le plus peur, c'est que les terroristes soient capables de frapper dans les différentes capitales régionales. Jusqu'ici, on peut dire que ça a été confiné dans une région, les attaques. Cependant, le besoin de fabriquer, de construire, si ce n'est de refonder les rapports entre les services de sécurité et de défense et les populations est un besoin qui reste. D'un point de vue de la technicité et de l'ingénierie qui est relative à la sécurité nationale, on doit pouvoir travailler encore mieux à ce que les uns prennent en main et prennent plus en main l'État en tant qu'acteur et participant. Ce n'est pas parce que jusqu'ici, on n'est pas arrivé à un certain niveau de dégâts qu'on va dire que c'est bon. Pour la connaissance que j'en ai d'un point de vue de l'ingénierie sociale et des questions de sécurité, c'est encore insuffisant. Il y a un vrai travail à faire pour renforcer ces acquis et pour améliorer la capacité des populations sur les questions de sécurité. Alors, professeur Albert Bida, tout à l'heure, on a fait du changement de tactique sur le terrain de Boko Haram et on s'est rendu compte qu'au départ, c'était un affrontement entre, on va dire, les deux armées, l'armée camerounaise et la secte islamique, et qui a été poussé dans ces derniers retranchements et était obligé de changer de mode opératoire. Est-ce que les attentats, par exemple, sporadiques de Boko Haram ne démontrent pas que cette secte est fragilisée? Oui, on a gagné ce qu'on pourrait appeler la guerre conventionnelle. Il reste maintenant à gagner ce qu'on pourrait appeler la guerre asymétrique. C'est-à-dire que Boko Haram s'est rendu compte que malgré la puissance de feu dont il disposait, il ne peut pas faire face à l'armée tchadienne, à l'armée camerounaise, à l'armée nigériane et à l'armée nigériane. Et que, plus particulièrement en ce qui concerne l'armée camerounaise, il y avait quand même cette avec les moyens qu'on a essayé de mettre en œuvre, les moyens aériens. Je laisse un peu de côté les moyens humains. Donc, Boko Haram s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas, sur le plan conventionnel, affronter l'armée camerounaise. Maintenant, à changer de tactique en utilisant les petites filles, les attentats kamikazes. Je crois que là aussi, ce sont, sans lire dans une boule de cristal, je crois que ce sont les derniers soubresauts. Mais il ne faut pas baisser la garde. Il ne faut pas baisser la garde, parce que quand l'ennemi dort, c'est là qu'il est dangereux. Je crois qu'il faut qu'on continue. Qu'on continue à mobiliser les comités de vigilance, qu'on leur donne les moyens, que les moyens leur parviennent et qu'on les forme même, qu'on forme même ces citoyens. Parce que c'est eux qui peuvent dire, mais le monsieur qui vient là, on n'a pas l'habitude de le voir ici. Qu'est-ce qu'il fait? On commence à regarder. La petite fille là, on ne la voit pas souvent ici, qu'est-ce qu'on fait? On commence à la regarder et ça va nous permettre d'éviter les attentats, ces attentats suicides, ou du moins de les limiter. Vous avez parlé du cas des grandes villes, c'est parce que aussi on a essayé de mettre un certain nombre de dispositifs autour de ces grandes villes, dans les moyens de transport. Parce que si vous prenez la route, vous voyez ce qui se passe. Et ce qui me fait plaisir, c'est que les gens acceptent spontanément ces restrictions, ces fouilles, ces contrôles qui ont été institués, cette fois-ci par la police et la gendarmerie, qui ont l'habitude de faire ce genre de choses. Je crois que, je ne vais pas dire que ce sont les derniers en tant que tels, mais j'ai l'impression que ça va diminuer, et peut-être dans 1 an, dans 2 ans, on ne va plus parler de Boko Haram au Cameroun, surtout quand comment je peux dire, les explosifs qu'ils ont amassés, qu'ils ont déposés quelque part, parce qu'on n'a pas fait attention. Lorsqu'on avait arrêté les Chinois, vous vous souvenez qu'ils avaient pris beaucoup de tonnes d'explosifs. On n'a pas fait attention pour chercher, mais pourquoi ces gens qui viennent enlever des personnes comme ça là, prennent également les explosifs? Quand le stock va s'épuiser et qu'on va commencer à regarder où est-ce qu'on prend ces explosifs, où est-ce qu'on peut les fabriquer, je crois qu'on aura de moins en moins des attentats suicides. Mais il ne faut pas baisser la garde. Il ne faut pas baisser la garde. Cette semaine, on a assisté à une trappe des forces armées. On parle des dames qui ravitaillaient Boko Haram, 9 au total, et un chef Boko Haram basé du côté de Koussiri a été pris par nos forces armées. Et c'est-à-dire qu'il y a un travail
encore important de faire à l'intérieur ou alors l'ennemi est dans la maison? Non, il y a un travail à faire, que l'ennemi soit dans la maison ou qu'il se soit installé, ce que je crois, parce qu'au moment où on se concentrait effectivement sur ce que le professeur Abembi appelle l'attaque conventionnelle, c'est-à-dire qu'au moment où Boko Haram nous bombardait de quelques obus, au moment où il y avait des attaques organisées, et il y avait également des infiltrations. Pendant longtemps, ils ont installé des cellules dormantes, et c'est celui qui ont permis de faire des attaques de Kousséri, des attaques de Mora, etc. Mais l'armée a fait un travail extraordinaire de traque et d'extermination de ces cellules. Vous avez, ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de dames qui sont arrêtées parce qu'elles aidaient Boko Haram. On a saisi beaucoup d'explosifs dans des maisons des gens, dans la partie septentrionale, notamment dans l'extrême nord. Donc ce travail-là a été fait. Et il doit encore être fait parce que je n'imagine pas que tout... Parce que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire que ces enfants kamikazes qui sont donc chargés de ceintures d'explosifs, c'est fait sur place. C'est-à-dire que ces enfants ne quittent pas la base, la forêt de Sambisa, qui est la base de Boko Haram à pied, pour arriver à notre frontière ou bien arriver dans nos villes. Ce sont des enfants qui sont dans les villages, qui sont enlevés et qui sont enrôlés de force pour ces opérations-là. Donc je pense que ce n'est pas fini. On veut vouloir, sur le plan symbolique, réduire les conséquences de ce que Boko Haram est en train de faire. Il faut qu'on se dise toujours que chaque fois qu'une vie est perdue, c'est suffisamment grave pour qu'on soit mobilisé. Il y a des vies qui comptent être prises par Boko Haram, quasiment tous les jours, mais ma foi, on est souvent peu informé de ce qui se passe réellement sur le terrain. Mais je retiens que l'armée fait un travail extraordinaire. Hein. Ce qui arrive là ne veut pas que l'armée ne travaille pas du tout. Au contraire, si elle n'avait pas été là, si notre armée n'avait pas été là, peut-être qu'on ne serait pas en train de faire cette émission. Peut-être que Boko Haram aurait rejoint le sud du Cameroun depuis bien longtemps. Vous avez vu comment la maison mère agit en Syrie et en Irak, un jeu d'enfant, la volonté de répandre j'allais appeler ça la civilisation de l'obscurantisme, mais ça ne peut pas être la civilisation, les deux termes sont antinomiques. Donc, cette façon cette volonté, elle est réelle. Donc, ils veulent vraiment étendre leur empire obscurantiste à la fois sur le Niger et sur le Cameroun. Et je pense que l'armée camerounaise a beaucoup de mérite d'avoir fait ce qu'elle a pu faire. Mais Boko Haram, ce n'est pas fini. Pour une raison simple, c'est que l'État islamique, qui est sa maison mère, à laquelle Boko Haram a fait allégeance, et l'État islamique a accepté l'allégeance de Boko Haram, est en train de s'installer en Libye. Parce que menacés en Syrie et en Irak, ils sont en train de se déplacer par grappes entières pour s'installer en Libye, qui est un peu un État, un non-État par endroit, parce qu'il y a une partie de la Libye qui est encore bien gouvernée et une autre qui ne l'est pas. Et l'État islamique est en train de s'installer. La Libye, ce n'est pas loin du Cameroun. Donc à partir de la Libye, d'ailleurs, les mouvements qu'on vit actuellement sont issus, le professeur Bilal disait tout à l'heure, sont issus de la première guerre de Libye. Et donc si l'État islamique s'installe là, si près de nous, avec les éléments de Boko Haram qu'on a déjà là, ça peut être encore une bataille à mener. Donc ce n'est pas fini. On doit rester en éveil. Les populations, l'armée, tout le monde doit rester en éveil. Alors, sous les coups de chapeau aux populations, coups de chapeau à nos forces de défense également, il faut reconnaître que l'apport de l'armée tchadienne dans la lutte contre Boko Haram aux côtés de l'armée camerounaise a aussi été un apport déterminant. Oui. Et on peut dire qu'il n'y a pas que le Tchad, il y a le Nigeria, et même, n'est-ce pas, l'appui, il y a le Nigeria, il y a le Niger. Donc en réalité, la mutualisation des forces qu'on réclamait depuis, et aujourd'hui est en train de porter ses fruits, et avec l'appui, comme je disais, des forces étrangères. Je crois que ce qui est davantage très important pour aller dans la veille, la situation de veille qui doit s'installer, comme le disait Parfait Cité. Il faut reconnaître que le Cameroun a laissé beaucoup de temps à Boko Haram. Boko Haram s'est installé. Vous vous souvenez, les uns et les autres ont dit Niger, Tchad, Nigeria, Cameroun, ce sont les mêmes traits de caractère, c'est la même ère culturelle, c'est-à-dire que ce sont les mêmes.
d'habitude. Et malheureusement, ce sont des frontières qui ne sont pas facilement contrôlables. C'est-à-dire, même si vous donnez simplement, même la frontière, même aux Américains, l'armée la plus grande du monde, on ne peut pas contrôler cela. Or, nous avons laissé ces cellules dormantes s'installer. Nous avons laissé beaucoup de choses entrer. Et aujourd'hui, on s'est réveillé sur le tard. Mais peu importe. Aujourd'hui, il s'agit de transformer les choses. Il s'agit, à mon sens, de densifier le pouvoir, de donner davantage de moyens au comité de vigilance. Et ça fait bien de remarquer que le président de la République a dépêché le gouverneur de l'extrême nord pour décorer les uns et les autres et donner du matériel. Parce que même l'installation de l'État islamique, l'Al-Qaïda et tout cela, ne peut réussir que si les populations ne sont pas impliquées dans cette bataille. C'est ces populations qui voient arriver l'étranger, les populations qui voient tous les mouvements. L'armée ne peut pas être partout pour voir tout cela. Mais dès qu'ils vont sentir les mouvements suspects, ou alors des connotations religieuses qui dépassent l'ordre du conventionnel et qui sont, par exemple, n'est-ce pas, liées à un engagement islamique qui ne dit pas son nom, parce que j'ai toujours dit qu'il n'est pas possible que des gens au nom d'Allah tuent les fils d'Allah pour perpétrer la religion islamique. Donc ces gars-là ont d'autres ambitions, d'autres visées. C'est à la population maintenant de se prendre en charge, et si on l'adopte d'un minimum de matériel et des moyens, il est fort possible que ce soit eux qui vont donner le coup de grâce à Boko Haram. Alors, docteur Guy Parfait-Songhai, tout à l'heure, Parfait Siki faisait allusion de la Libye, où cet État islamique pourrait s'installer. Au vu de l'internationalisation de la menace djihadiste, est-ce qu'on peut, par exemple, dire que la communauté internationale peut davantage s'impliquer pour vaincre définitivement la secte islamique Boko Haram? Elle va s'impliquer, mais elle utilise la mauvaise méthode. Premièrement, il faudrait que l'on remonte un peu sur les sources de ce terrorisme. Ce terrorisme, sur le communique énormément aujourd'hui, vient du terrorisme d'État. Qu'on veuille l'admettre ou pas, le terrorisme n'est qu'une réaction d'un certain groupe de population par rapport à un certain nombre de frustrations qu'elles ont subies de par les mauvaises certains gouvernants et services de renseignement. Donc en fait, le terrorisme ne naît pas ex nihilo. Il est une réaction d'un certain nombre, face à un certain nombre d'exactions. Maintenant, ces réactions étant combinées à des successions de facteurs religieux, etc., on a donc la densification du terrorisme. En fait, le terrorisme est de la violence. La violence étatique exercée par certains États envers les autres populations. Quand vous remontez, quand j'ai appris le doctorat il y a 12 ans, la source même est les États qui se plaignent aujourd'hui, ceux qui s'appellent communauté internationale, à eux seuls. C'est-à-dire qu'on a pris plus de 200 États, on a 5 pays qui sont la communauté internationale. Je ne sais pas comment ils comptent ça. Bon, donc d'abord, s'ils veulent résoudre la question du terrorisme, il faudrait repenser la démarche de lutte contre le terrorisme. Or, leurs principes cardinaux, leurs principes fonctionnels, leur rapport au pouvoir, leur compréhension même du pouvoir est infirme et pathologique. Par contre, combattre le terrorisme de façon efficace, car il s'agira toujours de violence, et la violence va continuer à générer la violence. Ils peuvent, dans une certaine mesure, infléchir les champs de force, les lignes de force qui nourrissent le terrorisme, mais ils ne peuvent pas l'annuler. Parce qu'ils utilisent la mauvaise méthode et ils ont une mauvaise approche. Je vais finir par ceci, qui pourrait être un peu hors sujet. Lorsque l'Afrique gouvernait le monde, l'Afrique n'a jamais conçu le fait d'avoir le pouvoir comme étant la nécessité d'écraser les autres. Or, les pays occidentaux pensent que le pouvoir réside dans l'anéantissement des autres. Donc, c'est un problème profond, au-delà de la dimension sécuritaire. Donc, c'est ça qui fait qu'ils ne peuvent pas anéantir le terrorisme de façon complète. Il y a des insuffisances fondationnelles qui font que, de toute manière, ils vont continuer à générer de la violence d'une manière ou d'une autre. Alors, professeur Albert Bida, on a vu l'entrée en guerre contre Boko Haram de cette communauté, entre guillemets, internationale. Mais ce qui a le plus surpris les Camerounais, c'est l'entrée en guerre des Américains. Beaucoup disent que les Américains ne vont pas quelque part s'ils n'ont pas d'intérêt. Mais bien sûr, les États, comme on dit souvent, n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Si l'État islamique s'installe en Afrique, il va traverser la Méditerranée, c'est quelques 20 km.
le monde est devenu global. La menace qui se profilait en Afrique menaçait également l'Europe. Regardez pour ce qui est de l'attaque des Touaregs au Mali. Vous avez vu que la France a dû déployer des milliers de soldats et son aviation pour stopper. Est-ce que ces Touaregs de Libye traversaient la Méditerranée pour aller en France? Non, ils venaient au Mali. Et ces États ont des intérêts en Afrique. Et lorsque ces intérêts sont menacés, il est normal que ces pays-là interviennent. Et ensuite, ça peut s'exporter. Ils ont des ressortissants qui vivent en Afrique, qu'ils veulent le protéger. Et ensuite, ces gens peuvent prendre des avions, les bateaux pour aller commettre des attentats. Ils ont certains de leurs frères qui vivent là-bas, qu'ils peuvent financer. Ils peuvent aller se former en Syrie, en Irak et repartir. Donc, si ces États interviennent pour lutter contre le terrorisme en Afrique, c'est d'abord pour leur propre sécurité. C'est comme pour ce qui est de l'intervention tchadienne. Certes, le Tchad, c'est un pays ami, mais le ministre tchadien de la communication est venu et avait annoncé la nouvelle doctrine sécuritaire du Tchad en disant que toute attaque contre le Cameroun est considérée comme une attaque contre le Tchad. La sécurité du Cameroun est liée à celle du Tchad. Imaginez qu'on coupe la route qui va à N'Djamena, qu'on coupe la voie ferrée, qu'on coupe la voie terrestre. Le Tchad est plus donc, le Tchad avait toutes les raisons d'intervenir parce que la sécurité du Cameroun mettait l'insécurité du Cameroun mettait le Tchad en insécurité. Donc c'est normal que ces Français et ces Américains interviennent, sans compter que lorsqu'ils interviennent, il y a 25 ans, est-ce qu'on savait qu'il y avait du pétrole au Tchad? Non, on ne savait pas. Mais vous voyez que le Tchad est devenu producteur de pétrole. Qu'est-ce qui vous dit que vers Syrie, vers Logon-Birni et autres, il n'y a rien dans ce sous-sol? Qu'est-ce qui vous dit que les plus grandes réserves d'or du monde ne se trouvent pas au Mali? On voit toujours l'Afrique du Sud, on voit la Namibie, on voit les autres. Qu'est-ce qui vous dit quand ces puissances interviennent en République centrafricaine? Je n'ai rien contre la RCA, ce sont nos frères, nos voisins. Mais vous savez pourquoi ils interviennent? Certes, pour sauver des vies humaines qui sont en danger, mais également pour essayer de sauver ce qu'il y a dans le sous-sol centrafricain. Alors parfois, c'est que dans cette guerre, l'armée tchadienne a annoncé avoir abattu le leader de Boko Haram, Shekau, l'armée nigériane aussi, et même l'armée camerounaise. Finalement, Shekau, il vit vivant, il est mort. Bon, peut-être pas l'armée camerounaise, je crois que ça doit être un faux site. C'est un faux site qui avait introduit, qui avait été créé au nom de l'armée camerounaise, qui n'était pas vraiment l'armée camerounaise. Bon. Mais l'armée tchadienne a annoncé. Mais oui, l'armée tchadienne avait annoncé, l'armée nigériane aussi, plusieurs fois. Non, mais je pense que vous ne pouvez pas... Mais depuis lors, on ne le voit plus aussi. Oui, ces gens, c'est de se cacher. C'est d'abord de se cacher. Tous les satellites du monde, les recherches, tous les services des renseignements du monde, ceux du Cameroun qui font un travail remarquable et qu'on ne commande pas souvent, dont on n'entend pas parler. Vous ne pouvez pas faire sans service de renseignement, ce n'est pas possible. Donc, nos services de renseignement travaillent aussi. Et ils recherchent Aboubakar Shekau, les services de renseignement nigérians, tous les services de renseignement du monde d'ailleurs. Les satellites sont là, mobilisés, pour traquer. Suivi comment a été abattu un leader d'un mouvement islamique par l'armée syrienne. C'est-à-dire qu'une petite erreur, parfois, suffit pour être localisé. Donc c'est des gens qui se cachent énormément, qui se cachent et qui brouillent les pistes, ne dorment pas au même endroit, sont mobiles, mais extrêmement mobiles, ne sont pas visibles par leurs lieutenants. Parfois, les lieutenants ne savent pas où ils se trouvent. Et je pense que si vous n'avez pas une intelligence diabolique, si vous n'avez pas une veille infernale, si vous n'êtes pas doté d'un pouvoir satanique, vous ne pouvez pas faire et diriger une organisation aussi cruelle, aussi morbide. Ça dit que c'est quelqu'un qui a une certaine intelligence et donc qui ne se laissera pas attraper, un peu comme le créateur même de Boko Haram s'était laissé abattre.
il a retenu la leçon de tout ça. Il a, je crois en 2009, avait lui-même été blessé. Il est allé se soigner. Il est revenu, il a retenu la leçon. Donc c'est quelqu'un de très malin, qu'on n'arrêtera pas aussi facilement qu'on le croit. Donc il faudra cravacher dur, il faudra bien s'organiser pour pouvoir mettre un terme à Boubacar Chekao. Mais je pense sincèrement que le jour où on mettra la main sur lui, cette guerre sera gagnée, mais définitivement gagnée au moins 50%. Alors, dernière question sur le bilan. Est-ce que après 2 ans après, parce que le chef était annoncé, le maquis ne nous a pas dépassé, on a vaincu le maquis, ce n'est pas le Boko Haram qui va nous dépasser. 2 ans après, il a raison? Il n'a pas tort. Je pense que tout à l'heure, je disais qu'on a pris un peu de retard à l'allumage, mais on a rattrapé ce retard et je voudrais pouvoir insister sur le fait que il faut se rappeler le 13 novembre à Paris. Ça donne des frayeurs de voir des gens dans une capitale d'un pays comme la France débarquer avec des kalachnikovs. Ce sont des choses qui peuvent se produire. Il faut vraiment qu'on ne s'endorme pas, qu'on sache qu'à n'importe quel moment, des choses pires, mais vraiment des choses pires peuvent nous arriver. Et c'est pour ça que très heureux. C'est rare quand les médias ont le même discours. Et je pense que leur discours à l'endroit de l'armée, de la gendarmerie, de la police, des populations, sont des adjuvants sur lesquels on doit surfer tout le temps parce que notre salut viendra et des forces de défense et des populations. Il faut donner plus de moyens aux populations parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'elles fassent des miracles avec les mains nues. Donc, les détecteurs, comme j'ai vu en distribuer, il serait bon que, pas qu'il y ait un coup de cœur, mais il serait bon que la plupart des entreprises regardent aussi ça un peu de près, parce que dans un pays en paix, les entreprises font des affaires. Quand le pays est en guerre, c'est la croissance qui prend un coup, et donc il est important que si les populations ont accepté d'apporter leur contribution, qu'on leur donne les moyens pour qu'elles soient plus efficaces. Alors, je voulais ajouter par rapport au détecteur de métaux qu'il est quand même important de dire quelque chose. C'est que tout le monde se concentre sur le détecteur de métaux, mais il faut qu'on s'interroge bien sur la nature des explosifs qui sont utilisés. Les explosifs ne sont pas toujours des métaux. Parfois, les explosifs sont des matières organiques. Les matières organiques ne sont pas détectées par les appareils que vous voyez tous les jours, qu'on passe sur votre corps. Donc, il doit avoir ces détecteurs de métaux, sans doute, mais on doit également être un peu plus vigilant sur les attitudes des gens. On doit être vigilant sur la forme des gens. C'est parce que, vraiment, je le dis, parce que c'est très important. Si on ne regarde que les détecteurs de métaux, on pourrait se tromper lourdement, parce que les matières organiques ne se signalent pas par le détecteur de métaux. Or, c'est dans la plupart des cas, c'est avec ces matières organiques que les attentats kamikazes ont été perpétrés. En se reparlant avec vous, Guy Parfait Songhai, juste pour être très sérieux aussi, vous, vocation, est-ce qu'il y a une possibilité de neutraliser Boko Haram spirituellement? D'un point de vue spirituel, la victoire ne peut pas être donnée à des personnes qui ne sont pas des dieux. Je ne veux pas en dire plus. Ok. D'accord. On fait une petite pause tout en espérant que Dieu reconnaîtra les saints. Voilà, on parle à présent de la communication mentale. Quelle efficacité? Cette semaine encore, le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, a fait une sortie médiatique après la publication par Transparency International l'indice en Afrique, le Cameroun qui arrive en 2e position. Parfait Siki, est-ce que ce classement vous surprend par exemple? Non,
Quand vous êtes Camerounais. Comment le classeur vous surprend? Il y a toujours une question que moi je vais me poser. Mais ça surprend le ministre de la Communication, par contre. Peut-être parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts, on n'est pas dans les mêmes enjeux, on n'est pas dans le même travail, dans la même fonction de représentant. Lui, il a une fonction de polissage de l'image du gouvernement et du Cameroun. Or, ce n'est pas ce qui intéresse ceux qui publient les rapports et les classements. Nous qui sommes des observateurs de la scène publique et qui devons commenter, analyser, notre premier objectif, ce n'est pas quelle est l'image que ça renvoie du Cameroun. C'est est-ce que le fait est avéré? D'abord, est-ce qu'il est utile de le dire? C'est utile de dire que la corruption nous a gangrénés au point où nous sommes le deuxième pays le plus corrompu d'Afrique. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Je pose toujours cette question. Y a-t-il une seule chose que vous voulez obtenir dans ce pays et qui vous échappe quand vous avez de l'argent? Y a-t-il une seule chose dans ce pays? Vous vous rappelez quand même qu'on a volé... On peut poser la question autrement. Y a-t-il une seule chose que vous méritez et que vous ne pouvez pas obtenir si vous n'avez pas d'argent? C'est une très bonne question. La question est oui. Parce que je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Complètement. Non, ma question se résume à ce que tant que vous avez de l'argent, vous pouvez tout obtenir. Vous pouvez tout obtenir dans ce pays. Je dis bien tout. Même ce que vous n'avez pas. Même ça, à la fois ce que vous méritez et que vous devez payer pour avoir, et là je suis d'accord avec vous, et ce que vous ne méritez même pas. Si vous avez de l'argent, et quand vous n'avez pas pouvez d'argent, l'avoir. Est-ce que vous pouvez obtenir ce que vous méritez? Vous pouvez ne pas l'obtenir. Vous pouvez ne pas l'obtenir. On peut quand même l'obtenir. Par contre, on peut l'obtenir, ça c'est sûr. Par contre, quand vous avez l'argent, à coup sûr, vous l'obtiendrez. À coup sûr. Donc, rappelons-nous quand même qu'on a volé la mallette du président de la République dans ce pays. La mallette du président. Est-ce que vous imaginez à quel point on se situe? Alors, on peut toujours nier ça. On peut toujours nier, comme on l'a fait lorsqu'en 1999, je crois, Transparency a classé le Cameroun pays le plus corrompu au monde. On peut toujours nier, mais je vais toujours me rappeler une du journal Action, Merci Transparency. Pourquoi Merci Transparency? Parce que les années qui ont suivi, des efforts ont été faits pour lutter contre la corruption. Bon, les efforts menés par Paul Biya et son gouvernement, on sait parfois comment ça se passe. Mais ce qui est sûr, c'est que le pays s'était quand même secoué et s'était demandé, mais comment est-ce possible? Comment sommes-nous arrivés là? Et je pense que c'est cette attitude qui doit nous guider. On doit se poser la question sur le TCS. Fonctionne-t-il bien? Atteint-il les objectifs qui lui sont assignés? Les cellules de lutte contre la corruption qu'on a installées dans le ministère, sont-elles utiles? La Commission nationale anticorruption, est-ce qu'elle a atteint ses objectifs? Comment, après toutes ces années, après avoir été classé pays le plus corrompu dans le monde, je crois en 1999, en 2015, nous sommes encore le deuxième le pays le plus corrompu d'Afrique. Il faut se poser les bonnes questions pour apporter les bonnes réponses et non nier les évidences. Alors, vous avez assisté à cette sortie médiatique. Comment vous avez vécu cela? J'avoue très sincèrement que M. Issa Chiroma Bakary était très habile orateur. Parce qu'il était venu pour passer un message. Et il a passé le message, quelles que soient les questions qui ont été posées. Il venait passer un message. C'était lequel? Le message était celui de dire que des efforts sont faits par le Cameroun, d'énormes efforts dans la procédure de lutte contre la corruption. Et très sincèrement, très singulièrement, moi j'ai découvert un autre Issa Chiroma très loin du bouffon, ou alors du poltron qu'on croyait être. Mais j'ai le sentiment aujourd'hui, et c'est un sentiment qui peut m'être contesté, que Chiroma, l'homme le plus constant. Et c'est-à-dire quelqu'un qui a une mission, celle de défendre le président de la République, qui est son champion. Quelqu'un dont la psychanalyse du personnage, il est parti de tel endroit de l'opposition, il a fait telle ou telle
chose. Il a été avec l'opposition. Souvenez-vous qu'il a été le président, il a dirigé le directoire qui devait aboutir au candidat unique. Et lui-même, il est général de la rue, qui a vu autre chose et qui aujourd'hui est un affidé du régime de M. Biya. Ça, c'est un fait. Et le deuxième fait, je voulais aussi dire qu'à un moment donné, on admet avec Siki que la lutte contre la corruption reste une bataille immense, dans la mesure où tant que le Cameroun n'a pas, n'est-ce pas, fait appliquer l'article 66 de la Constitution, tant qu'on n'a pas toujours jamais comme, n'est-ce pas, une loi sur la protection, sur le délit d'initié, ou bien sur l'enrichissement illicite et sans cause. Mais Issa Chiroma Bakari a remis tout cela, n'est-ce pas, presque en second plan. Parce que justement, il est venu avec une mission. Et dans sa mission, il a essayé de démontrer tel ou tel chose. Mais je pense, Bouba, c'est important de le dire, que dans le discours de Chiroma, il y a un peu de vrai. Par exemple, quand il interpelle Transparency International, Transparency International place le Cameroun. Ce n'est pas le fait de placer le Cameroun comme vice-champion, mais c'est le fait de dire qu'il n'y a aucun effort qui est fait par le gouvernement. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Parce que justement, Transparency International doit nous dire comment le Cameroun est parti des premiers pays corrompus du monde, peut-être aujourd'hui à deuxième pays. Maintenant, il y a une chose qui saute aux yeux. Et personnellement, j'ai contesté cela, de savoir que Transparency International place la police. Il faut quand même qu'on le dise. On ne peut pas annihiler les efforts qui sont faits au niveau de la police dans le sens de l'assainissement des mœurs, dans le sens de l'assainissement des comportements, dans le sens de la moralisation, n'est-ce pas, du service. Personnellement, nous qui sommes habitués à aller à pied, nous nous sommes rendus compte qu'à ce niveau-là, la police aujourd'hui n'est pas plus corrompue que les finances. Quand vous voyez les finances, avec tous les appendices, les impôts, les douanes et même le trésor public, c'est là où se trouvent les grands lits de la corruption. Donc, sur ce plan-là, je vais chuter par là avec votre émission Bouba, je pense que Transparency International, et c'est peut-être aussi en cela que ils ont donné les armes à Issa Chiroma pour les terroriser. La Transparency n'a pas fait du bon travail parce qu'ils n'ont pas montré les mécanismes qu'ils ont utilisés pour mettre la police en tête avant la magistrature, avant la justice. Alors, Albert Mbida, entendre parler sous Léon Yono, Transparency serait de mauvaise foi. Je ne voudrais pas dire que Transparency est de mauvaise foi. Je voudrais plutôt dire que Transparency Cameroun est incompétent et a tapé à côté. Comment ça? Est incompétent parce que, la méthodologie suivie par Transparency International n'a pas de fondement scientifique. Et en ce qui concerne les problèmes de méthodologie, je suis bien placé pour en parler. J'ai un collègue là-bas. Quand dans une affaire, la méthodologie est faussée, tout est faussé. Je peux le dire avec certitude et avec autorité. Ne serait-ce que pour le peu que j'en sais en master et dans les thèses de doctorat. Première chose. Deuxième chose, en ce qui concerne Transparency International. J'ai dit que Transparency International Cameroun est mal placé pour en parler. Pour en parler, pourquoi? Parce que on voit les gens qui sont dans Transparency International Cameroun et qu'ils sont là pour faire des leçons aux autres, j'ai dit, ils sont très mal placés, ils auraient dû faire profil bas. Je me suis amusé à amener un journal ici, s'appelle Isingan. Le voici. Où est le monsieur qui est à la une? Oui, on le voit, mais je crois que c'est Nguini. Bien. C'est Maître Nguini. Bien. Voilà. Bon, alors. Il est à la une et puis quoi encore? Le prof a peur d'un procès. J'ai peur d'un procès. Je suggère seulement aux gens d'aller lire Essingan, deuxième année du mercredi 21 décembre 2015. Troisième chose, peut-être qu'il y a des trous de mémoire, j'ai des trous de mémoire à cause du problème d'âge. Il y a quelques années, et vous qui faites du sport, vous avez vu une femme
arrêté un homme pour lui réclamer son argent. Marlène Ndou. Ah, c'est vous qui donnez le nom. À la commission d'éthique de cette fédération, vous connaissez le nom du président de la commission d'éthique? C'est Maître Charles qui est le président. Jusqu'à présent, on l'attend. On l'attend. C'est un reporter sportif. On attend le rapport de la commission d'éthique. Je voudrais également prendre un petit exemple. Des élections se sont passées il y a quelques mois à la Fédération camerounaise de football. Et il y avait 2 candidats. Chaque candidat avait 18 colistiers. Et un chef d'une liste, sur les 18 noms qui étaient sur sa liste, n'a eu que 2 voix. Comment se fait-il que les gens qui sont sur sa liste n'aient même pas pu le voter? Pourquoi la commission d'éthique n'a pas cherché à savoir qu'est-ce qui s'est passé? On est loin là Oui. C'est la commission d'éthique de la FECAFOOT, c'est M. Attal. Du classement de transparence de la place du Cameroun. Oui, c'est pour dire que le président de la commission d'éthique de la FECAFOOT s'appelle Maître. Pourquoi il n'a pas cherché à le voir? Troisième chose, dernièrement se sont déroulés à Bertois des matchs de barrage. Et on a arrêté un match parce que le gardien qui avait déjà encaissé 4 buts avait dit qu'il ne voyait plus. Oui, les matchs de barrage entre une équipe de Yokadouma et une équipe de Bertois. Transparency International Cameroun n'est pas voir. Où voulez-vous en venir exactement? Vous voulez me démontrer je continue à dire que Transparency... Il y a 2 poids, 2 mesures. Vous démontrez l'incompétence? Non, ou bien? Transparency, je continue à dire ceci. Il y a la corruption au Cameroun. C'est un fait. Mais Transparency Cameroun est mal placé pour en parler. 1, parce qu'eux-mêmes, ils sont englués là-dedans. 2, la méthode ou la méthodologie employée n'est pas scientifiquement fondée. Je voudrais encore un autre exemple. Pour terminer cette fois, professeur. Mais pourquoi vous me limitez? Alors, il y a eu un rapport du contrôle supérieur de l'État, ce qu'on a appelé le rapport Ngak Mahop, à la Fédération camerounaise de football. Il y avait toujours cette Transparency International. Qu'est-ce que Transparency International a fait, a dit sur les magouilles dans le sport? Non, je voudrais dire ceci. Au vu de tout ça, 1, la qualité des gens qui sont dans ce machin, excusez-moi, c'est De Gaulle qui l'a vu l'employer, la méthodologie employée fausse tout, si bien que même si le Cameroun est corrompu, je ne suis pas sûr qu'il pouvait être 2e, peut-être 4e, 5e ou 6e, mais ce serait tellement moins grave si c'était 4e. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. C'est pour cela que son classement n'a aucune valeur, parce qu'il est fondé sur une méthodologie qui est fausse. Et je crois donc qu'il pourrait commettre, il pourrait continuer à être dans son organisation, puisque c'est là qu'il peut avoir de petits subsides, ne pouvant pas en avoir dans les procès à gagner. Je crois que c'est bien qu'il se réfugie dans Transparency Cameroun. Alors, Dr Guy Parfait-Songuer, même si d'aucuns pensent que le ministre de la Communication, Issa Chirouma, ne défend pas toujours les intérêts des populations, parce qu'on ne le voit pas souvent quand il s'agit des problèmes de société, problèmes d'eau, problèmes d'électricité, la vie chère. Mais chaque fois quand ça concerne le président de la République, on le voit. Bon, la première chose que je voudrais dire, et je suis très sincère, ça pourrait être ironique aux yeux des gens, c'est que j'ai beaucoup d'admiration pour Chirouma. Pourquoi? Parce qu'il lui faut justifier la bêtise, légitimer l'incohérence et donner du sens au contresens. C'est un exercice qu'il lui faut faire, malgré tout. Et il s'en sort assez bien. Voici le problème de M. Chirouma. Ah, c'est vous Chirouma, monsieur. Il a dit merci pour son ministre. Vous avez dit que vous n'êtes pas ici au titre de IGE. Maintenant, vous dites merci pour votre ministre. Voici le problème de M. Chirouma. Le professeur qui a rappelé tout à l'heure que nous sommes collègues m'oblige à entrer dans une problématique d'épistémologie et même de méthodologie. Chirouma trouve un système où il y a une hyper-concentration du pouvoir. C'est-à-dire que M. Biya a une telle concentration de pouvoir en lui et autour de lui qu'à lui seul il a un État.
point de vue fonctionnel. Autour de lui, il y a des micro-entités systémiques qui se cognent les têtes pour parler de façon simple. Chiroma lui-même ne fait pas partie des décideurs au Cameroun. Il fait partie en sciences politiques de ce qu'on appelle les acteurs au pouvoir. Et même de façon collatérale. Parce que quand il y a des dossiers importants, on ne lui en parle pas. Paradoxalement, c'est à lui de défendre l'indépendance du sens à des choses qui relèvent purement. Et en science, on appelle ça de la sorcellerie. C'est-à-dire que tout ce qui est incohérent, c'est un travail très difficile. Nous avons eu à dire ici à l'entame de l'émission... Ça peut se démontrer, hein? Oui, ça peut se démontrer, effectivement. Nous avons eu à dire à l'entame de l'émission quelque chose qui a été banalisé. Un leader d'opinion dans un pays qu'on appelle Guy Parfait Songuer a été traqué pendant 3 mois comme un bandit par des criminels, les tueurs, des collaborateurs du président. Pendant 3 mois, dans le village des gens. Pour avoir trouvé... Que je suis resté caché. J'étais introuvable puisque le CNM avait tué les batteries, puisque c'est pas ça qui me trouvait. Chiroma va parler de quoi quand il y a des programmes d'assassinat, de planification d'assassinat et d'élimination des leaders d'opinion dans un pays? Il ne peut pas. C'est des dossiers qui sortent totalement de son champ de compétences. Chiroma va dire quoi lorsque le directeur du cabinet civil au Cameroun, Martin Bellinga Iboutou, m'appelle à la présidence pour me menacer? Dossier comme celui-là, il dira quoi lorsque j'interviens sur des dossiers où je sauve le chef de l'État en 2013 d'un coup d'État et l'hôtel? Je traite des dossiers d'État. Vous avez des révélations oui, je suis seulement aux échauffements. Donc en réalité, Chiroma va dire quoi lorsque le ministre qui m'a recruté, Jacques Famendongo, en fonction, qui est le premier à m'avoir décoré, sous la tutelle duquel j'ai reçu 7 décorations, donc 4 américaines, 1 européenne, 2 camerounaises. J'ai été consultant informateur pour les Nations Unies, consultant informateur pour l'Union Européenne. Ce ministre-là, 10 ans après j'ai eu le doctorat, me fait écrire une correspondance où il constate que j'ai un doctorat, un master, mais il semblerait que je n'ai pas de licence. Je dois sortir de l'université. Chiroma, pour défendre un tel dossier? Mon problème est celui-ci. Les problèmes les plus graves au Cameroun, on ne les attaque pas. Et le régime vient à un niveau de criminalité que les populations ne peuvent pas imaginer. C'est-à-dire qu'ils anéantissent toutes les formes d'émergence. Tant que vous n'êtes pas soumis à leur bêtise de sorcellerie, à leur bêtise de clanisme, mais surtout ce haut niveau de satanisme qui est devenu la règle d'or, qu'ils ont des sectes, franc-maçonnerie, etc., il faut vous tuer. Moi, Songuer, avec le niveau que j'ai, l'État décide de m'attaquer. Ils savent combien de cas présidentiels je suis derrière, combien d'arrêtés ministériels je suis derrière. Alors, est-ce qu'on va, tout concentrer? On va pas se concentrer. Mais laissez-moi finir. Vous allez laisser tout le monde finir. Quand on envoie Famendongo me provoquer, si je mets plus de 500 pages de documents confidentiels dehors, avec des vidéos, les numéros de téléphone, les enregistrements, on dira que qui a provoqué Songuer. Ça a commencé quand? Quand le chef de l'État, lui, fait comme s'il n'est pas au courant, alors que j'avais personnellement à lui donner des informations sur ces dossiers. Lorsque le DGSN, j'ai prévenu que ce dossier deviendra un problème national, fait comme s'il n'a rien entendu. Vous savez, ce niveau de provocation, parce qu'ils ont envoyé un colonel me dire que ce n'est pas bien Songuer. Il ne faut pas mettre l'État dehors. Je vais mettre l'État sans caleçon dehors. S'ils ne se rendent pas compte que Guy Parfait Songuer étant une autorité, planifier son assassinat, c'est mettre l'État en danger. Ok, on vous a compris, Guy Parfait Songuer. On va revenir sur terre parce que ce que vous dites est extrêmement grave. Alors, on reste sur la communication gouvernementale de Issa Chiroma. Finalement, il est dans son rôle, le ministre de la Communication. Alors, j'ai eu peur que vous me demandiez s'il le fait bien. Oui, il est dans son rôle. Sauf que quand à 21h, un soir de Noël, je ne sais pas si c'était une rediffusion, le ministre de la Communication nous prend presque 1 heure pour son exposé liminaire et que l'échange avec la presse dure 1 autre heure, je ne suis pas sûr que c'est exactement ce rôle-là. Vous vous demandez si c'est Noël ou Halloween? Voilà, merci. L'homme du marketing que je suis sait modestement que communiquer, c'est écouter et parler après. C'est-à-dire que si le ministre de la Communication
pardonnez-moi, professeur, c'est votre prof, c'est votre boss, votre prof, votre boss. Mais si au bout de tout ce temps, le ministre de la Communication n'a pas compris que garder pendant 5 minutes un téléspectateur à l'écouter est un exploit, c'est qu'il y a un problème. Mais il est entouré de grands conseillers, le professeur. Des grands professionnels. Ne prenez pas ça personnellement. Des grands professionnels. Mais j'estime quand même que il y a des réponses qu'on peut donner à des situations. Et la sortie du ministre ne me semble pas appropriée à la question de transparence. Pour finir, lorsque, par exemple, le ministre de la Communication de l'État placé à cet endroit, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Mais tous les membres du gouvernement le font, non? C'est une je ne veux pas être impoli, mais je trouve ça inconvenable. On n'est pas, c'est pas, on n'est pas communiqué, c'est une attitude. Vous voyez, si vous voulez que les gens vous écoutent, demandez-vous ce qui leur plairait à travers votre gestuelle, à travers votre posture, et je ne suis pas convaincu qu'en voyant flanquer derrière, parce qu'on ne s'imagine pas que c'est au même endroit qu'on vient l'interviewer, la photo du chef de l'État, les gens prennent vraiment cela très au sérieux. J'ai eu la chance d'avoir connu l'ONEL, l'Observatoire national des élections, à sa création. J'en étais le chargé de la communication. J'ai expliqué à tous les membres quel était mon rôle. Et pour ceux qui étaient journalistes à l'époque, je n'ai donné qu'une seule interview en 3 ans. Parce que mon rôle, ce n'était pas d'aller faire du cinéma. Et les membres ont bien compris que l'attitude représentait 80% de leur communication. C'était quoi la principale qu'on leur demandait? Pour chuter maintenant. Oui, la principale qu'on leur demandait, c'était: bon, chacun de vous a un passé. Aujourd'hui, c'est vous qui allez plébisciter la qualité des élections. Donc, n'allez pas dans les meetings du RDPC. Il ne faut pas qu'un membre aille au restaurant ou bien dans un café s'asseoir avec un membre du RDPC, même si c'est son frère. Parce que tout ce que vous direz après ne sera pas crédible. Ça a pris un certain temps, mais ils ont compris que, effectivement, mais ce n'était pas des discours, ce n'était pas des conférences de presse, c'était pas... Donc, je sais que ça ne me fera pas des amis, mais je voudrais prier le ministre de la Communication de revoir un petit peu et pour montrer à Transparency que son analyse, son travail n'est pas une panacée. On pouvait juste montrer ce qui marche bien. Moi, j'ai des témoignages. Alors, on va terminer peut-être. J'ai des témoignages que je ne vais pas faire ici, que je ne vais pas révéler ici, que tous les fonctionnaires, toute l'administration n'est pas complètement corrompue. Il y a des gens qui font leur travail avec honnêteté. Et justement, les policiers, vraiment, je trouve que c'est injuste. Il y a un travail extraordinaire qui est fait dans ce corps-là. Et si c'est une perception, si c'est un sondage, on peut considérer que c'est une photographie, c'est-à-dire qu'elle a été faite à un moment bien précis, et donc on ne peut pas penser que ça veut dire que tous les Camerounais qui vont aller à l'étranger faire du travail regarder par le coin de l'œil en disant qu'ils sont corrompus. Ok, 30 secondes, et puis on va prendre sous les... C'est une très mauvaise perception. Si c'est un sondage, ce cabinet qui a effectué ce sondage est un très mauvais cabinet. Parce que, pour vous dire la vérité, ça fait, après l'affaire, on prépare le G8, le G18. Toutes ces choses sont préparées parce que ces gens sont dans Transparency International Cameroun, avaient des candidats pour placer à la délégation générale à la sécurité nationale. On place la sécurité nationale en tête. Ce n'est pas pour rien. Voilà pourquoi on place la sécurité nationale en tête. Malheureusement, les choix du prince sont insondables. Parce que là, il voulait... Là, c'est le RDPC qui parle. Non, le laisser parler, on laisser terminer. Non. Des candidats, des anciens ministres
qui voulaient voir délégué général à la sécurité nationale. C'est pour cela qu'ils doivent salir tout le travail qui est quand même abattu par l'actuel délégué général à la sécurité nationale. Alors, Souley Oumoussa Chirouma Bakary, porte-parole du gouvernement ou porte-parole de Paul Biya? Si vous lui posez la question, ils vont vous dire que c'est les deux en un. Quand on est porte-parole du gouvernement, on est avant tout porte-parole du président de la République. C'est pour ça qu'il a dit, que Paul Biya ne gère pas 4 milliards du budget alloué à la présidente de la République, mais c'est 4000 et poussières de milliards. Mais je voudrais dire deux choses. Et je suis surpris par la naïveté du grand frère Nana Payon. Vous parlez, n'est-ce pas, de la technique de communication, de marketing rationnel. Mais M. Issa Chiroma Bakary n'est pas beaucoup dans le rationnel. Son problème, ce n'est pas avant tout de vous convaincre. Son problème, c'est un message tel que ça fonctionne, comment marche l'État. Et du coup, on ne peut plus être on peut plus vous, parce que justement, il y a des petits... Excusez-moi, dans la publicité, il y a ce qu'on appelle l'ellipse. S'il vous plaît. En 30 secondes, dans un spot, vous pouvez dire des choses que vous n'avez pas besoin d'utiliser 2 heures pour dire. On vous a compris pour cette précision. Terminez, s'il vous plaît. Oui, mais le problème, je ne peux pas terminer quand il me coupe. Il a juste une précision. Il a apporté juste une précision. Non, je la reçois. Merci pour la précision. Je dis encore, je la reçois et je le dis encore. Monsieur, il y a des petites choses que j'ai retenues, parce que l'une des rares fois, mais tu étais là. J'ai suivi M. Issa Chiroma Bakary étant extrêmement concentré. Il a dit par exemple que à M. Okol, ne regardez pas ce que vous ne pouvez pas comprendre. Article 66. Oh là là. S'il vous plaît, vous me laissez parler. Tu es son ami. J'ai dit, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit de l'article 66? Il n'avait à dire. Je veux dire, en 30 secondes. Monsieur Nana Payon, vous me laissez terminer. Bon, je ne suis pas. Surtout ne vous énervez pas, Souley. Oui, parce que là, il me rend nerveux. Quand il dit. Gardez votre calme. Quand il dit je suis l'ami des Moi, je vous laisse terminer. C'est pas moi qui le dis. Ne répondez pas à Nana Payon, je vous en prie. Monsieur Nana Payon, vous faites du bruitage. Terminez, s'il vous plaît. Je voudrais dire, je ne travaille pas au ministère de la Communication. On vous a compris. Ce que je voudrais dire, c'est qu'un porteur de la parole comme moi, j'ai été à cette conférence de presse comme panéliste. J'essaie de rectifier ce nombre de choses. M. Chiroma m'a dit par exemple que chacun des membres du gouvernement est un pion du système et de M. Biya. Quand il a fini de vous utiliser, il peut en faire ce qu'il veut. Autre chose, ceux qui sont en prison sont des voleurs et ceux qui sont à l'extérieur ne sont pas des voleurs. Il a dit ceux qui sont en prison, oui, mais ceux qui ne sont pas en prison attendent leur tour. Ceux qui sont en prison ne sont pas encore condamnés. Donc la présomption d'innocence... S'il vous plaît, monsieur Nana Payon, vous n'êtes pas plus intelligent. Je me permets de vous le dire. Permettez que je finisse. Vous retirez la parole. Oui, mais il ne peut pas. Ce n'est pas un jeu de ping-pong entre vous. Souley, c'est pas un jeu. Répondez à la question. Ce n'est pas un jeu de ping-pong entre vous. Répondez à la question à vous poser. Monsieur Nana Payon, s'il vous plaît. Ne permettez pas. Je vais aussi m'énerver. S'il vous plaît, ne vous énervez pas si vous énervez. Vous avez votre temps de parole. Si vous voulez, je parle et on vous donne la parole. D'accord. Moi, je vais revenir à vous si vous le permettez, le temps de vous parler. Non, je suis pas en colère. Je voudrais simplement dire que je ne suis pas... J'ai vécu quelque chose en direct. Un monsieur qui défend, il a dit à tout le monde que lui, il est le défenseur de monsieur Biya. Et quand il dit Biya, c'est le gouvernement des Biya. C'est le chef de l'exécutif. Toutes ces personnes-là sont au service de monsieur Biya. C'est ce qu'il dit. Et moi, je le prends simplement sur votre plateau. Ce n'est pas une histoire d'amitié ou quoi que ce soit. Et je continue à dire en conclusion, l'allusion faite entre Transparency International ou Transparency Cameroun et, n'est-ce pas, les réponses données par M. Issa Chiroma Bakary. Je voudrais encore continuer à dire que M. Issa Chiroma Bakary est venu avec un message qu'il voulait passer. Ça fait toutes les questions qui ont été posées pour revenir même à l'article 66, y compris le délit d'initié, les textes de délit d'initié et les textes d'arrêtement illicite. Il a voté ça en touche. Mais attendez, il vous a dit que c'est lui le maître. C'est une conférence de presse dont il a l'exclusivité, n'est-ce pas, des règles, et il a en même temps juge, et il a en même temps l'adversaire. Alors, lorsque vous avez posé des bonnes questions, M. Nayon, et qu'en face,
le ministre a botté en touche et il vous a dit ce qu'il voulait faire. Qu'est-ce que vous retenez en tant que journaliste? Que le ministre a dit ce qu'il est venu dire. On a connu ça avec le ministre Augustin, quand tu communiques. On vous a compris, Soulé. Dit ce qu'il voulait dire. D'accord, on vous a compris. Est-ce que le dire, ça veut dire qu'on est la nuit après on termine. On termine avec votre grand frère. Je vous en prie. Le grand frère, vous Soulé, s'il vous plaît. Je voudrais réagir, parce que là, c'est une question d'appréciation. On peut apprécier la stratégie de communication de M. Chiroma, on ne peut pas l'apprécier, c'est une question d'appréciation. Deuxième chose, j'ai entendu M. Nana Payon parler tout à l'heure d'une programmation qui s'est faite la veille de Noël. Je voudrais à ce propos dire que, sauf erreur de ma part, M. Issa Chiroma n'est pas directeur général de Canal 2, n'est pas directeur général de la CRTV, n'est pas directeur général de Kinox, n'est pas directeur général de... C'est pas lui qui fait la programmation. Il est PCA de la CRTV. Oui, PCA ne fait pas... Il préside les conseils d'administration. Et administrateur. Ne nous prenez pas quand même pour des enfants. Monsieur Chiroma, quand il fait son point de presse ou sa communication gouvernementale, vous pensez que M. Amadou Vamouké a le choix de publier ou de ne pas publier ça sur la CRTV? Il n'a pas le choix. On a répondu. Non, on parle de l'heure de diffusion. Il n'a pas le choix. Terminez, professeur. Terminez, s'il vous plaît. Je voudrais dire également que, en ce qui concerne de presse de M. Chiroma, il s'agit d'un problème de collecte et de traitement de l'information. Monsieur, toute la matière, c'est à ceux qui collectent et traitent l'information de dire nous passons un extrait, nous passons entièrement. Merci. Alors, quelle efficacité finalement, communication gouvernementale de Issa Chiroma? Là où je suis d'accord avec le professeur Mida, c'est que les conférences ou les points de presse de Issa Chiroma sont toujours pleins d'informations. Ils sont gouvernementales, beaucoup d'informations officielles que l'on garde, que l'on ne donne pas. Et donc, quand vous écoutez Issa Chiroma ou involontairement, il vous donne un volume important d'informations. Ça, je parle pour nous les professionnels qui le suivons parce que nous avons une attente particulière par rapport à lui. Mais pour le grand public, Issa Chiroma est devenu inaudible. C'est-à-dire que parce que sa parole ne porte plus. Il a dilué sa parole par un ensemble de prises de position sur de précédents dossiers, on va dire obnubilé par l'objectif que décrit si bien Soulé. Que, en fait, ce qui l'intéresse, c'est de plaire au président, servir le président. Si vous servez un homme et pas un pays, vous comprenez que ce que vous dites ne rencontre pas toujours l'adhésion populaire. Ça commence à être une sorte de travail pour un homme. Et les populations ne se retrouvent pas dans ce que dit Issa Chiroma. Et il est inaudible. C'est-à-dire que quand il parle, moi j'invite le professeur Albert Mbida, là-bas au ministère de la Communication, qu'ils essayent de sortir d'autour du MINCOM, d'aller même dans la périphérie, se demander est-ce que vous avez même suivi ce que le ministre de la Communication a dit. Et vous aurez le retour, il sera cinglant. En fait, les 2 heures d'antenne qui sont occupées là, le sont quasiment inutilement. Sinon, c'est pour le propre plaisir du ministre de la Communication et du destinataire de son message. Encore du président de la République. Mais il faut bien dire aussi que tout ça se fait en accord avec la présidente de la République. Parce que le propos luminaire d'1 heure dont vous parlez, Nana Payon, il est validé par la présidente de la République. Voilà. C'est-à-dire que le projet est rédigé, envoyé à la présidente de la République, validé, et donc Issa Chiroma ne fait que lire ce qui, à la limite, j'allais dire qu'il ne peut même plus changer une ligne à partir du moment où ça a déjà été approuvé par la présidente de la République. Donc c'est un système bien huilé. Que les gens ne pensent pas qu'après, quand le président a assis, il se moque de Issa Chiroma. Non, c'est lui qui a donné le OK pour que ça se fasse de cette façon-là. Je voudrais terminer. Je ne pouvais pas terminer sans dire que la technique qui consiste à diaboliser Nguini, Charles Nguini, ou à diaboliser l'institution qui a publié le rapport ne devrait pas marcher. J'invite le professeur Mbida et tous les autres qui dirigent ce pays à prendre de la meilleure manière qui soit. C'est-à-dire que ce rapport, comme est un peu le thermomètre de notre société, la température est haute. Elle est haute. Il ne faut pas casser le thermomètre, ça ne peut rien. Okay. Il faut faire comme on l'a fait la première fois, essayer de se mouvoir, de construire des mécanismes qui vont permettre de faire reculer la corruption
Parce que si ce n'est Transparency International, c'est Doing Business qui va nous rappeler nos réalités. C'est Ibrahim Mo qui va le faire. C'est le World Economic Forum qui va... Donc il y a toutes sortes de mesures qui nous permettent de nous rendre compte du retard que nous accusons dans la gouvernance publique. Et ça ne sert à rien de s'en prendre à Charles Guinée ou de s'en prendre à Transparency International. Le mal, il restera là. Alors, Guy Parfait Songuer, est-ce que Issa Chiroma a le choix? Il n'a pas le choix. Et c'est pourquoi j'ai voulu en toute honnêteté dire qu'il fait bien son travail. C'est-à-dire que en matière de communication politique, vous ne pouvez pas reprocher à celui qui défend le gouvernement de défendre, et celui qui exerce le pouvoir à le dialogue de légitimation et d'embellissement de son discours. Il est dans son rôle. De la même manière que les opposants sont dans le rôle de la critique acerbe par rapport à ce qu'ils peuvent objectivement voir. Sauf que le travail de Dieu est très difficile. Ce pays-ci se porte si mal que chaque fois que vous essayez de démontrer que quelque chose va bien, tout le monde, même qui n'a pas le bac, voit que vous mentez. Le Cameroun a un niveau de décrépitude qui est si avancé, pour moi qui suis un homme de terrain, que c'est à pleurer. Vous m'avez entendu être effrayé tout à l'heure, et le grand frère Nana Payon est revenu là-dessus. Quand on parle par exemple d'une compagnie nationale, mon Dieu, qui doit défendre l'image d'un pays, et quand on nous dit que ces avions ne sont pas de bons avions, c'est à pleurer. C'est qu'au Cameroun, la seule chose qui nous a dépassé, c'est marcher la tête en bas, les pieds en l'air. C'est comme ça que ça nous a dépassé. Bon, on se retrouve quand même là à discuter. Ça pourra arriver un jour, hein? Non, ça on ne peut pas dépasser les lois de la pesanteur. En réalité, qu'il me soit permis de finir par là, le régime Biya s'est lui-même installé dans le pourrissement et la pourriture, à travers une désorganisation de tous les piliers structurels qui pouvaient lui permettre de se réinventer. Donc il s'est coincé, au point où il lui est impossible d'innover, à cause de la manière dont les entités clanico, ethnico, politico-ésotériques se sont structurées, ont pris leur position de force et sont entrés dans des logiques de guerre. Bon, fondamentalement, c'est pas nouveau, parce que d'un point de vue spirituel, beaucoup de gens ne le savent pas, je vais le dire comme ça, on est déjà entré dans l'ère de l'apocalypse. Tous les piliers sont installés. Et le Cameroun est un bel exemple de l'enfer sur terre. Enfer sur terre? Je vous parle d'enfer d'un point de vue de la compréhension spirituelle de la chose. C'est pas excessif, ça? Non, c'est pas excessif. Un pays où la sorcellerie a un niveau aussi avancé en enfer. C'est un pays où la légitimité est d'abord et surtout établie sur les bases ésotériques et en enfer. Un pays qui tue tous ses enfants brillants. Ils ont assassiné Ateba et ne vous avez applaudi. Là, nous sommes en religion, là. Parce non, l'assassinat d'Ateba et n'a rien à voir avec la religion. On parle de la communication. Ou la disparition. Laissez-moi finir. On termine là, on redescend sur terre. Les mécanismes d'anéantissement de toutes les formes d'émergence, d'anéantissement de tout élitisme indépendant et autonome, relève des mécanismes fonctionnels au Cameroun. Si vous avez des enfants qui n'ont plus rien à dire, qui n'ont plus le droit de réfléchir, des collaborateurs qui ne savent que dire oui, l'un d'entre eux brillant, que j'ai cité ici, a dit qu'il est une créature. Donc, on en arrive donc à un niveau où les quelques rares personnes qui pouvaient aider à trouver des solutions, étant mortes, vous ne pouvez pas inventer de solutions. Alors, on termine par vous, Nana Payon. C'est toujours intéressant d'écouter Guy Parfait Songuer. Finalement, en matière de communication, on sait que communiquer après coup n'est pas toujours la bonne option. On peut, notamment en communication de crise, par exemple, où il est conseillé de prendre la parole très rapidement et en dire le moins possible. Je pense que mon problème à ce niveau-là, c'est d'être trop longuet. On ne peut pas vouloir passer un message pendant 2 heures. Il y a des techniques, regardez chez les Occidentaux qui utilisent des professionnels, eh bien, le ministre ou le chef de l'État ou le Premier ministre prend la parole. Ça peut être sur un plateau de télévision, il vient sur le plateau, on lui donne 10 minutes sur TF1 ou je ne sais pas quoi. Ou alors, si c'est une conférence du porte-parole du gouvernement qui dure peut-être 10 minutes après un conseil des ministres, il y a ce qu'on appelle le service après-vente sur les différents plateaux. Nana Payon souffre d'être un intellectuel dans un pays de sorcellerie. Il est en train de dire, ils n'ont pas besoin d'experts. Il faut que tu comprennes ça. Ils ont besoin de posséder le pouvoir, c'est tout. Que ça soit incohérent, ce n'est pas un problème. Les experts, on les tue. Si on ne peut pas les phagocyter, c'est comme ça que ça marche. Ok, on vous a compris. Laissez Nana Payon terminer. Donc, je ne suis pas sûr, parce que moi, je ne suis pas d'accord avec la sortie de Transparency. Je suis d'accord avec Parfait Siki qu'il ne faut pas casser le thermomètre
mais qu'il faut regarder le niveau de la fièvre. À mon avis, ce niveau-là a explosé. Ça n'est pas vraiment, si on regarde en détail, la réalité quotidienne. C'est-à-dire que, par exemple, franchement, ce qu'on a dit de la police ne me semble pas être très, très juste. Donc, si le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, est là pour servir le président de la République, et Soule disait qu'il répondrait qu'il sait et le président et le Cameroun. Je pense que, très humblement... Quand tu parles, je te coupe pas. Un grand frère. Parce que tu es mon petit frère. Je pense que très humblement, ceux qui sont autour de lui, c'est difficile de dire à un patron, non, nous pensons que ce n'est pas bien. C'est déjà arrivé, même au client, qui dit, non, moi je voudrais bien faire ça, mais il faut trouver les mots pour lui expliquer que ce n'est pas productif. Et lui montrer et faire du benchmarking, mettre sur un banc d'essai, un banc de comparaison avec ce que les autres font. Alors, dire, désolé, monsieur le ministre, il est bon que le message, la note liminaire que nous envoyons au palais, là, réduisons ça à une page. Alors pour ça, Albert Mbida, entendre parler Nana Payon, in fine, il y a un problème d'option de communication au ministère de la Communication. Mais il n'y a pas un problème d'option. Il y a une option qui a été choisie. Je vous rappelle que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, est chargé de la défense et de l'illustration de la politique gouvernementale. Et il venait de dire quelque chose tout à l'heure parlant de la police. Quand tout le monde est donc d'accord que le classement qui a été attribué à la police n'est pas vrai. Si on entre dans le classement qui a été attribué à d'autres corps et qui fait à ce que le Cameroun se retrouve deuxième en Afrique, je crois que là aussi, on risque de dire que ce n'est pas vrai. Donc je ne me suis pas attaqué à M. Charles Nguini, je ne me suis pas attaqué à Transparency Cameroun, j'ai seulement dit attention, votre méthodologie va faire à ce que le travail que vous avez voulu faire sur une affaire qui est une réalité risque d'être jeté à la poubelle parce que la méthodologie n'est pas scientifiquement défendable. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de corruption au Cameroun. Il y en a. Ok. On me signale qu'il nous reste 5 minutes. Moi, je voulais dire une chose. Juste une minute. Simplement, Transparency, on le découvre en 1999. N'est-ce pas? On fait haro sur le bordet contre l'État du Cameroun parce que c'est l'État le plus corrompu du monde. Je pense qu'au fur et à mesure que le temps avance, pour que les rapports de Transparency International continuent à faire recette, il faut les raffiner. Il faut qu'ils soient mieux élaborés de telle sorte qu'on ne soit pas toujours dans l'aléatoire et le subjectif. On sait, Nana le sait, quand il va atteindre une cible en matière de communication, lui-même il peut élaborer, n'est-ce pas, l'échantillonnage et forcément, dans le cas d'espèce, il peut choisir 10 personnes selon les objectifs que lui-même il va atteindre. Et du coup, il arrive, n'est-ce pas, en fin de course avec 9 sur 10 et du coup, on dit, ça donne raison. Il n'y a pas contre une structure, n'est-ce pas, qui travaille là-dessus. Je crois que ça s'appelle Afro-Baromètre. Afro-Baromètre qui est un point focal, qui est une structure basée aux États-Unis. Vous avez un point focal, n'est-ce pas, à l'université de Yaoundé 2, travaille avec des techniques plus élaborées. Ils vont davantage vers le fond du pays. Et lorsque vous découvrez leur classement, le Cameroun n'occupe pas la même position. La police vient peut-être en 5e position ou 6e position, après les impôts, la magistrature et même autre chose. Donc c'est extrêmement important pour Transparency de raffiner ses méthodes et de ne pas rester sur l'eau rétrograde. Oui, je partage l'opinion qui veut que la police ait beaucoup fait d'efforts sur elle-même. Mais ce qui est demandé ici, ce n'est pas l'effort que la police fait sur elle-même. C'est qu'il y a un niveau d'éthique qui est le niveau absolu vers lequel tout le monde doit tendre. Peut-être que si la police vient de très loin, on a l'impression qu'elle fait des efforts, mais elle n'a pas encore atteint le niveau qui est attendu d'elle. Oui, la police fait des efforts, tout le monde peut voir. Ça, c'est la deuxième chose, c'est qu'on peut bien attendre que ce soit l'échantillonnage, comme dit Soulé, ou bien les critères, la critériologie telle que indiquée par le professeur. Mais on ne va quand même pas dire que
Charles Nguini et Transparency Cameroun se sont entendus avec tous les autres antennes dans tous les autres pays pour que leur note soit inférieure à celle du Cameroun. Quand même, il est classé 2e pays le plus corrompu d'Afrique. Donc ça veut dire que quand on l'a comparé, on ne peut que se désoler. Et pour terminer, moi je reviens sur le message principal. Remettons-nous au travail. Remettons-nous au travail. Quand vous lisez le dernier ouvrage de Charles Tchungang, qui parle par exemple de l'opération de lutte contre la corruption, opération épervier, il dit clairement que c'est un échec, c'est même une faute politique, dit-il. Donc il y a des efforts que nous devons faire. Issa Chiroma Bakary défend l'indéfendable. Il défend l'indéfendable, il fait son travail. Bon, ce sera comme ça jusqu'à la fin. Moi, je m'intéresse aux populations et je propose des solutions concrètes aux populations. C'est pourquoi aller discuter. La politique au Cameroun relève de la sorcellerie, c'est très compliqué. Je préfère dire aux populations, quand elles m'écoutent, voici des enseignements que je vous donne afin de résoudre vos problèmes affectifs, vos problèmes professionnels, vos problèmes sociaux. Là, au moins, on parle des choses où ils peuvent faire et avoir des résultats. C'est pourquoi, pour que beaucoup ne soient plus obligés de venir vers moi, je les envoie dans mon site internet. S'ils veulent faire la politique politicienne en l'état, ils n'auront pas de solution. Ça n'est pas possible. Ok, merci cher monsieur d'être venu, professeur. Merci. Merci de m'avoir invité. Merci également à vous, Nana Payon. Merci, meilleurs vœux à vous tous et à vos téléspectateurs. Merci, je vous ai sorti des congés. Parfait Siké. Merci de m'avoir invité. Je voudrais dire très bonne fête à mes neveux qui font leur première communion aujourd'hui. Fabrila, Yann et puis à Blandine. Voilà. Tu peux toujours les appeler. Tu peux utiliser ton téléphone pour les appeler. C'est encore mieux à Canal 2. Alors, je voudrais simplement dire une ou deux choses. Le Noël est chrétien, mais le Cameroun est laïque. Ça veut dire qu'on peut occuper valablement un espace, n'est-ce pas, comme ce que disait Nana Payon, pour faire ce que Issa Chiroma Bakary a fait. La deuxième chose, c'est simplement pour dire que malheureusement on n'a pas pu parler de ça. Platini et Black ont désormais, n'est-ce pas, des sorts qui sont liés. Et c'est ça, aujourd'hui, c'est ça, n'est-ce pas, le revers de la médaille en termes de Platini ne l'a pas volé. Merci cher monsieur, c'est terminé, je vous en prie. Il me reste qu'à souhaiter une bonne et merveilleuse année 2016 aux téléspectateurs de Canal 2 en général, de Canal Presse en particulier. La rediffusion de ce programme, c'est lundi quand il sera 23h. D'ici à là, gardez le sourire. Bien le bonjour.